Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on démarre les séries de l'été avec ce premier concept, la draft des champions NBA. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de QB Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, on se retrouve pour parler NBA. La saison est terminée, mais ça n'empêche pas que vous allez avoir l'occasion de nous entendre pendant tout l'été parce qu'on vous a préparé pas mal de choses. Et notamment, on vous a préparé des formats aussi un peu plus détentes, comme va être celui que vous allez écouter aujourd'hui, puisqu'on va vous faire une draft avec Paul, qui est là, Paul. Une draft des 10 derniers champions NBA. Et donc, comme je vous le dis, alors c'est un peu bordélique, mais comme je vous le dis, on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va ? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, je suis content de pouvoir parler basket, puis c'est cool aussi de profiter de l'été pour faire des thèmes un petit peu plus légers. On avait commencé, Paul, ces thèmes-là, je crois, il y a 2-3 mois, en faisant la draft des... C'était quoi? C'était des trades des 10 dernières années, c'était ça de mémoire? C'était les plus gros trades des 10 dernières années. On avait fait ça vers la trade deadline à peu près, je pense. Ouais, exactement. Et le principe, c'est de faire une draft où en fait on pique chacun à notre tour une équipe. En l'occurrence, dans ce cas-là, ça sera une équipe pour essayer de faire un ranking. Et aujourd'hui, ça sera donc le ranking des 10 derniers champions NBA. Paul, on s'est dit qu'on allait peut-être juste mettre une toute petite différence avec la dernière fois. On va faire une draft inversée. Parce qu'on s'est dit que c'était quand même un peu dommage de démarrer par le premier. Ça va quand même être un format draft. Mais on commencera par le 10e et puis on remontera petit à petit. On fait comme ça ? Ouais, c'est ça. On va commencer par la fin et le meilleur pour la fin, du coup. Exactement. Inversement. Du coup, on se garde le meilleur pour la fin. C'est un exercice, moi, que j'ai trouvé fun, pour le coup, d'essayer de regarder, parce que, je sais pas toi, mais moi, le premier élément que je me suis dit, c'est quels critères je choisis pour justement faire ce ranking. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi pour démarrer le pod, justement de vous partager quels étaient nos critères de sélection pour cette draft, comme un bon scout le ferait. Du coup, Paul, je te demande en premier, toi, c'était quoi tes critères là, de ranking pour cette draft ? Déjà, je l'ai un peu séparé en deux, c'est-à-dire la domination sur la régulière et la domination sur les playoffs. Ouais. Forcément, ça compte, hein. Quand tu classes les 10 derniers champions, tu regardes à quel point est-ce qu'ils ont dominé. Après, il y a des équipes qui ont dominé sur la SR et sur les playoffs, mais il y avait pas, ils étaient soit dans la bonne conférence, soit il n'y avait pas beaucoup de concus. Donc, c'est aussi toujours à remettre dans son contexte. Il y a beaucoup de feeling aussi. Moi, il y a des équipes que j'ai adorées, que j'ai mis plus haut que des équipes où j'avais vraiment du mal. Et puis après, il y a des petits critères, c'est-à-dire, tu vois, le coaching, je trouve que ça compte, la profondeur de l'effectif, à quel point est-ce que tes tout meilleurs joueurs sont vraiment injouables. Et voilà, quoi. Ouais, on est pas si loin d'avoir la même chose finalement. Moi, j'ai essayé d'être assez méthodique. En fait, j'ai pris 5 critères et sur les 5 critères, à chaque fois, j'ai essayé de comparer les équipes les unes par rapport aux autres. J'ai pris un premier critère qui est un peu comme toi, c'est la saison régulière, mais du coup, qui a une pondération qui est pas énorme. Et en fait, sur la saison régulière, j'ai fait un truc assez simple. C'est-à-dire que je suis parti du net rating. Quel est le net rating? À la fois leur net rating pur et le ranking par rapport aux autres qui sont premier, deuxième ou troisième au net rating. Ce qui me donne un classement. Ensuite, sur les playoffs, j'ai un peu découpé en deux. Je me suis dit la difficulté du run de playoffs, parce que ça, c'est souvent quand même important pour essayer de se dire déjà, est-ce qu'on a eu des émotions? Et puis aussi, est-ce que le parcours jusqu'à être champion était difficile? Et je sais pas si toi, tu t'es fait cette réflexion, mais d'ailleurs, moi, en regardant la difficulté du run de playoff, je me suis rendu compte à quel point il y avait peu de runs difficiles dans ces 10 derniers champions, pour le coup. Souvent, c'est des runs où en fait, tu as un gros moment un peu difficile, mais le reste, souvent, il faut quand même avoir un parcours pas trop difficile, quoi. Et je crois que sur les 4 derniers champions, depuis Warriors 2022, t'as aucun champion qui a dû battre une équipe à plus de 52 wins sur la saison régulière. Et ouais, il y a quand même un truc. Donc ça montre que ouais. c'était plus facile, parce que moi j'ai quand même des équipes où il y a eu des gros runs de playoffs où du coup tu as dû cravacher, mais tu as affronté des sacrées équipes, on en reparlera. Mais c'est vrai que dernièrement, alors on a vu quand même des belles batailles, mais c'était pas des batailles entre deux équipes ultra dominantes sur la SR, quoi.
Ouais, effectivement. Et moi, je te dis, en regardant, là, à chaque fois, je suis tombé sur des trucs où t'as au moins 2 séries faciles, si c'est pas 3, quoi. Et du coup, c'était intéressant aussi de me noter qu'en fait, ben, c'est peut-être un critère quand même pour être champion. On sait que la fatigue en playoff est un critère déterminant, et donc je me suis rendu compte de ça. Donc, la difficulté du run de playoff, c'était mon deuxième critère. Mon troisième critère, c'était la domination en playoff, justement la domination pendant ce run-là. J'avais un quatrième critère qui est le critère plaisir. C'est ce que j'ai pris du plaisir à regarder cette équipe. Et j'en ai un cinquième qui est un peu moindre, mais c'est la continuité dans la performance. Est-ce qu'on était sur un one-shot ou est-ce qu'il y a eu un avant et il y a eu un après pour le coup, et tout ça m'a déterminé. Alors pour OKC sur la continuité dans la performance, forcément c'est un peu biaisé, mais tout ça m'a pour le coup permis de ranker ces 10 équipes et de m'appuyer là-dessus pour essayer de déterminer tout ça. Est-ce que en faisant avant qu'on démarre par le premier pick, est-ce que toi en faisant ce travail-là, bah, tu t'es fait quelques réflexions, tu vois, là je te dis par exemple la réflexion que souvent les runs en fait ils sont quand même pas très compliqués. Est-ce que toi tu as eu des trucs qui te sont venus en regardant tout ça où tu t'es dit ah en fait quand je regarde derrière sur les 10 dernières années, bah, je note quand même telle chose ou telle chose quoi. Alors moi, je trouve qu'il y a des tiers. On en reparlera quand on fera le classement, mais il y a des équipes qui sont. Enfin, il y a plusieurs tiers, quoi. Donc, tu as des équipes où tu sais que c'est un champion qui, dans d'autres années, aurait limite pas dépassé les demi de conf. Mais dans l'année où ils sont tombés, bah, ils sont allés au bout. Mais Ouais, non, mais sinon, ce qui est intéressant, c'est que vu que tu as 10 champions, tu as quand même des équipes qui ont beaucoup dominé en SR, mais qui ont été un peu plus en difficulté en playoff. Tu as des équipes où la SR, ils l'ont un peu fait le pied levé. Par contre, en playoff, ils ont beaucoup dominé. Et tu as des équipes qui ont dominé et en playoff et en SR. Et tu as des équipes qui n'ont pas dominé ni en SR ni en playoff. Donc, on a un peu de tout, moi, je c'est trouve. vrai, t'as raison. Ouais, tout à fait. Et autre élément quand même qui est quand même notable sur ces 10 dernières années, alors c'est pas dans les critères, mais bon, il y a quand même, enfin, c'est quand même dingo quoi. Tu vois, il y a 8 champions différents. Et t'as 9 projets différents qui ont amené au titre. T'as un seul back-to-back, c'est les Warriors 2017-2018. Les Warriors ont 3 titres sur les 10 dernières années, mais avec 2 projets différents. Et t'as quand même 9 projets qui sont champions, ce qui montre la difficulté de la continuité. Pour le coup, alors c'est quand même la décennie des Warriors, hein. 3 titres c'est énorme sur 10 ans pour le coup, et le joueur, enfin moi tu vois qu'en regardant ça, je me dis le joueur qui ressort quand même, c'est Stephen Curry, parce que c'est le seul qui a 3 titres dans cette période-là. Mais assez dingo de se dire que pour le coup, il y a 9 projets différents. Et je pense qu'en plus, tu vois, en regardant, quasiment à chaque fois, aller à une ou deux exceptions, on s'est dit, l'année d'après, c'est leur année. L'année d'après, c'est encore leur année, je veux dire. Ils sont encore favoris pour Ouais, l'année c'est vrai. d'après, et à chaque fois, ils C'est sont pas vrai. champions. Ce que je trouve, C'est vrai, ouais. ce que je trouve amusant. Je te Mais propose... Ouais, t'as un dernier élément peut-être. ouais, je vais juste dire un truc. En fait, c'est intéressant parce que j'avais pensé à faire justement un podcast dernièrement sur qu'est-ce qu'il faut pour gagner en playoff. Parce que même si tu as complètement raison, tous les projets, tu as quand même à chaque fois des similarités, tu vois, des similitudes, pardon, qui reviennent entre tous les champions. Donc ce serait intéressant de faire un truc, tu vois, sur qu'est-ce qui fait que. Enfin, quel est le truc qui revient à chaque fois quand une équipe gagne. Carrément, bah, on pourra carrément faire ça pendant l'été pour le coup. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on commence notre draft. Donc, le concept, on va donc pick 10 équipes. On commence par la moins bonne. Je pense que la personne qui n'a pas pick vous dira combien il l'avait mis dans son ranking à lui. Et on remonte petit à petit jusqu'à la première place. Et Paul, je te propose de commencer. Quel est ton premier pick? Donc mon premier pick, donc le plus nul parmi tous ces champions, moi j'ai mis les Milwaukee 2021. Je sais Ok. pas si toi tu les avais mis 10e aussi. Alors, dans mon ranking, donc j'ai une note de synthèse. Ils sont à égalité avec une autre équipe. Et du coup, j'ai Ok, dû les départager de manière arbitraire. Et je les ai pas mis ok, 10e, je les ai mis 9e, pour le coup. ok, d'accord. Mais moi j'ai mis les Milwaukee 2021 parce que déjà sur la SR, bon la SR c'était le Covid donc il y a que 72 matchs, mais du coup ils ont un bilan d'une équipe qui aurait fait 52 wins, donc c'est le pire bilan quand même parmi toutes les équipes. Ils ont un net rating qui était à 5,5 à peu près. Donc une bonne domination en régulière, mais sans plus non plus. Genre, c'était pas incroyable, mais ça doit être top 3, top 4. C'est le Ils ont perdu quatrième, 7 matchs c'est le quatrième net rating de la régulière. Ouais, donc c'est pas si mal. Ils ont perdu quand même 7 matchs en playoff, et moi je les ai mis derniers parce que je trouvais quand même que, tu vois, genre en demi-finale, ils ont quand même galéré à battre une équipe où il y avait que KD. Alors, ok, il y avait un KD incroyable en mode revanchard, après sa blessure et tout, mais bon, il y avait quand même. T'avais un Harden sur une jambe et Kyrie aussi, et ils ont galéré à les battre. Et en finale, ils n'ont pas affronté. Alors, les Suns avaient fait une belle régulière, mais tu vois, c'était une équipe où il y avait soit un Chris Paul un peu cramé qui avait 35 ans, soit une équipe très jeune.
C'était un peu la match-up pour Giannis. Il a fait des super finales. Mais j'ai pas non plus un souvenir de ouf de ces Suns. Tu vois, j'ai regardé un peu dernièrement, j'ai re-regardé ces finales. Et je trouvais que ouais, sur le front de court, défensivement, en fait, c'est beaucoup trop light, quoi. Et on le voit cette saison, tu vois, DeAndre Ayton, il fait plus rien. Michael Bridges, en finale, c'était quand même un peu compliqué défensivement cette saison. C'est aussi une équipe, les Bucks, qui avait beaucoup de mal au niveau du spacing. Ils sont à 32,1% à 3 points en playoff. Je crois que c'est le pire parmi tous les champions. Et ce qui me dérange aussi, c'est qu'à côté d'Yanis, il n'y a pas de deuxième gros joueur offensif. Jrue Holiday, il a eu quand même beaucoup de mal sur son adresse pendant toute la période Milwaukee en playoff, pas en régulière, mais en playoff. Et c'est pour ça que je les ai mis que 10e, parce que, et puis le coaching, bon, ok, c'était Budenholzer, mais moi j'ai l'impression que je suis un peu plus bas que la moyenne sur ce coach. Donc j'ai pas un souvenir de ouf de ces Bucks. Il y a quand même le Covid, donc c'est vrai que ça joue pas en leur faveur, parce que la saison d'avant, ils étaient ultra dominants. Mais voilà, quoi, je les ai mis 10e. Moi, je les ai donc 9e pour le coup. Je trouve que le premier truc qui est notable avec cette équipe de Milwaukee, c'est à quel point leur parcours dans la conférence Est est mauvais, pour le coup. C'est vraiment un parcours, tu vois, qu'on pourrait presque qualifier de chaotique, parce qu'ils galèrent contre Brooklyn et contre Atlanta, qui sont deux équipes contre lesquelles ils ne doivent pas galérer. Brooklyn est décimé, Ouais. KD est tout seul, James Harden est blessé, Kyrie Irving, même s'il joue James Harden, il est blessé, Kyrie est blessé. Après, il y a Yanis quand même qui jouait pas contre Atlanta, mais c'est vrai que c'est peut-être une des équipes qui affronte le pire finaliste de conf. C'est genre une équipe avec Trae Young en sophomore ou troisième année, où à côté, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais, tout à fait. Le run est vraiment pas bon. Ils sont à un doigt de pied de se faire sortir contre Brooklyn. Et se faire sortir contre Brooklyn aurait été un affront, quoi. Tant il n'y avait aucune raison de se faire sortir contre Brooklyn dans cette série-là. Peut-être que ce qui remonte un peu cette équipe, c'est que c'est quand même une équipe qui, pour le coup, dans sa forme de jeu, a été assez marquante pour la NBA. C'est le jeu de Mike Budenholzer. Alors après, on n'aime pas, mais c'est quand même lui qui a intégré à la fois l'idée d'un spacing assez optimisé pour attaquer le cercle au maximum, et notamment qui a intégré la double couverture de la raquette et le fait de se reconcentrer sur la protection de la raquette en défense. Donc c'est une équipe qui pour le coup est assez marquante par cet aspect-là. D'ailleurs moi sur l'aspect continuité, tu vois, je les ai mis 5e, alors que sur tous les autres critères ils sont finalement très très bas. Je les ai 7e sur la saison régulière, 9e, 9e et 9e sur difficulté du round de playoff, domination et plaisir. Mais pour le coup ils ont quand même cette notion un peu marquante. Et je trouve que la finale, pour le coup, elle est un peu. Je la trouve un peu sous-cotée, cette finale. Alors, le terme de sous-cotée, il est un peu utilisateur à travers, mais notamment, je la trouve un peu oubliée. C'est peut-être pas sous-cotée, mais un peu oubliée. Et je trouve notamment que la performance de Giannis dans cette finale est un peu oubliée. De mémoire, ça doit être dans le match 5 où il met 50 points. Peut-être dans le match 6 même où il met 50 points. Il C'est est dans quand le même. dernier match, dans le match 6. Ouais. Dans le dernier match, dans le match 6 où il met 50, il est assez dominant. C'est aussi une équipe qui avait un quatuor quand même, qui est pas un quatuor légendaire, mais qui est un quatuor qui a marqué la décennie, je trouve, tu vois. Tout le monde se rappelle de ce quatuor, Jrue Holiday, Middleton, Giannis, Brook Lopez, parce qu'une fois de plus, je pense qu'il représente une certaine forme de jeu, et que pour cette raison-là, cette équipe a été marquante. Maintenant, je suis d'accord avec toi, on n'est pas sur l'équipe de la décennie. Voilà, je les avais 9e, tu les as 10e, on est finalement pas très loin. On peut peut-être rajouter un dernier élément, c'est que c'est une équipe qui a un banc très très faible. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, tu vois, genre, t'avais vraiment une rotation à 7 joueurs. Ouais. Le 8e homme, c'est genre Brian Forbes. Exactement. Voilà, il a pas fait grand-chose. Et le seul truc aussi qui me dérange avec cette équipe, c'est que je sais plus, je crois que c'est dans le match 4, où en fait, ils reviennent dans le quatrième quart-temps, en finale, hein, je parle. Ils reviennent dans le quatrième quart-temps. Et en fait, quand ils reviennent, c'est parce que Brook Lopez est pas dans le match. Et tu peux mettre du coup Giannis en 5 et t'as un vrai gros spacing. Et vu que tu subis pas trop le front courte des Suns, parce qu'il n'y a pas un mec qui va te tabasser, bah, du coup, en défense, Giannis en 5, c'est largement viable. Donc le fait que tu prends pas un de tes joueurs du 5 majeur qui était quand même important dans ce dispositif, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu es meilleur sans lui, moi, ça me dérange un peu. C'est pour ça aussi que je les ai derniers, quoi. Ouais, je trouve aussi qu'il y a un truc positif sur cette équipe, parce que c'est quand même un champion, donc forcément, si ils sont champions, c'est que c'est pas une mauvaise équipe. Moi, j'aimais beaucoup l'optimisation du quatuor. Alors j'en ai un peu parlé, mais je parler un peu plus dans le détail. L'optimisation de ce quatuor que je trouvais vraiment cool. Il y a quand même ce truc là de Brook Lopez qui est un peu réinventé dans le temps long, et c'est un peu la quintessence à ce moment là en rim protector, shooter à 3 points. Je trouve que le rôle de Jrue Holiday il est parfait. D'ailleurs après il poursuit dans les Jeux Olympiques où il est exceptionnel dans son rôle de défenseur du point of attack. Et tu vois, quand tu prends la liste des équipes, c'est peut-être le meilleur défenseur du point of attack des 10 champions pour le coup. Chris Middleton trouve bien sa complémentarité avec Giannis au scoring. Elle était quand même plutôt
bien optimiser cette équipe, alors qu'effectivement, il y a un roster qui finalement n'a rien d'exceptionnel, quoi. Tu vois, Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, pour le coup. c'est pas encore une version ultime de Yanis, à part peut-être sur les finales, mais je trouve qu'en playoff, tu vois, il mettait vraiment pas dedans à 3 points. Il finit à même pas 20% sur la campagne de playoff à 3 points. Donc il y avait quand même des problèmes de spacing. Mais sinon, oui, ça reste une équipe dominante. Mais c'est marrant parce que moi, je pensais qu'ils allaient faire le back-to-back. Et finalement, bah, il y a eu la blessure de Middleton. Mais même en 2023, moi, tu vois, je les avais favoris pour le titre. Et finalement, ils se sont fait sortir au premier tour. Alors, il y a eu des blessures, mais c'est pas non plus une excuse. Bah, Ils ont été un peu déçus par la suite aussi, quoi. l'aspect continuité de cette équipe, il est plus dans la longueur du projet, même si Joe Holiday arrive au début d'année. C'est quand même une équipe qui se construit sur 2-3 ans, mais c'est vrai que derrière, elle s'effondre complètement, pour le coup, et ça pose quelques limites. On passe au pic numéro 9, si ça te va. Donc, pic numéro 9, pour ma part, j'imagine que c'était ton 9ème du coup, mais peut-être pas sûr. Moi, j'ai pris les Golden State Warriors de 2023. Pour le coup, est-ce que c'était ton pic aussi? 2022. De C'est 2022, oui, 2022. pardon, de 2022, ouais. Ouais, ouais, c'est mon pic aussi, ouais. Ouais, alors, c'est une équipe qui, pour le coup, est un peu particulière. Déjà, parce que c'était une équipe hyper défensive. C'est le moins bon offensive rating, même au classement comparé des 10 champions. C'est une équipe qui, offensivement, en fait, tournait énormément autour de Stephen Curry. C'est sans doute le prime de Stephen Curry. Pour le coup, pas tant son prime individuel, qui est peut-être plutôt autour de 2016, mais son prime en termes de rôle, de leadership et d'influence au global dans l'équipe. Pour le coup, et sans doute le prime du duo Steph Curry, Draymond Green, qui tournait à plein régime. C'est une équipe qui s'est constituée aussi de façon assez intelligente autour de ces deux joueurs-là, avec un joueur qui a eu un énorme impact et qu'on n'a pas revu trop derrière, c'est Andrew Wiggins, qui fait un superbe run de playoff, et qui, autour de tout ça, a des joueurs qui se sont bien ancrés dans le moule Warriors. Je pense à Kevin Looney, à Gary Payton, même à Otto Porter, qui fait partie de cette équipe et qu'on n'a pas revu derrière d'ailleurs, mais qui fait un super run, de playoff, avec eux. Pour le coup, je trouve que dans le fond, bah, tu vois, quand tu compares aux autres équipes, leur run de playoff, il est pas si simple que ça. Moi, je les ai 4e dans mon ranking de la difficulté du run de playoff. Ce qui note plutôt à quel point les autres runs sont faibles que la difficulté du leur, parce qu'en fait, il est pas si dur que ça. Ils éliminent, de mémoire, c'est Denver, mais Jamal Murray doit pas être là. Ensuite, ils doivent éliminer Memphis, mais je me demande si Ja Morant se blesse pas. Et après, il y a Dallas et Boston, où pour le coup, ils sont un peu plus au complet. Mais ils arrivent à les éliminer quand même. Moi, c'est une équipe que j'ai plutôt bien aimée dans sa forme. Je suis conscient que c'était pas une équipe excessivement forte. Moi, c'était mon 10e pour le coup. Mais c'est une équipe que j'ai bien aimée dans sa forme. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette équipe? En fait, c'est une des rares équipes où tu dis qu'il y avait moyen de mieux faire. Alors, déjà, il y a un truc, c'est que sur la régulière, bon, ils font une régulière où ils sont à 53 wins, plus 5,5 à peu près de net rating. Mais il y a Draymond, je sais pas si tu t'en souviens, il y a Draymond qui loupe la dernière moitié de la régulière. Et franchement, ils avaient une telle avance en défense qu'il aurait été mes 10 points, mais les doigts dans le Ouais. nez. Et il y a Clay aussi qui loupe quand même 50 matchs, voire même plus sur la régulière. Et il revient, il joue que 30 matchs sur la fin de la régulière. Et il est On pas peut très bon. s'imaginer. Et on peut ajouter que Oui, moi j'aime ouais, pas du tout son run de playoff. Il est dans un rôle où il ouais, surjoue le ça va. scoring, il tire beaucoup trop défensivement et ça marche plus trop. Moi j'aime pas du tout son run Ouais. à Clay. Mais tu vois, on peut quand même s'imaginer qu'ils auraient gagné facile 7-8 wins de plus si Draymond et Clay avaient joué toute la saison, quoi. Donc il y a un côté un peu what if. Et le truc qui me dérange aussi, c'est qu'en fait, en 2020, ils draftent Wiseman. Je crois qu'il joue pas cette saison-là parce qu'il Non, est ouais. blessé. Et en plus, ils draftent Kuminga qui font pas jouer, qui jouent pas en playoff. Donc il y a un côté un peu, bah, s'ils avaient mis ces deux mecs dans un trade, ça se trouve, ils auraient encore une autre grosse rotation sur soit le poste intérieur, tu vois, le poste 5, soit sur les ailes. Donc ouais, après, du coup, tu les juges comme ça. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils sont quand même, si Ja se blesse pas, ça se trouve, il sort en demi-finale, parce que déjà, il loupe les 3 derniers matchs, et Memphis menait 2-1, hein, on rappelle, dans la série. Ce qui me dérange aussi, c'est qu'un peu comme Milwaukee, il n'y a pas de deuxième gros joueur offensif à côté, parce que Clay il revient de blessure. Poole et Wiggins, quand tu vois ce qu'ils ont fait dernièrement, tu te dis, bon, bah voilà. Et puis sur le run de playoff, ils ont fait le taf. Mais bon, c'est pas des joueurs hyper talentueux, quoi. Et, euh, et ils ont un peu galéré contre Boston, mais Boston, c'était quand même une équipe solide en finale. Ils gagnent en 6. Je sais plus si, je crois qu'ils étaient menés 2-1 aussi. Donc c'est une équipe qui, en fait, c'est une équipe qui gagne parce que mentalement, ils sont vraiment au-dessus des autres, qui viennent de gagner 3 bagues. Donc ils avaient fait 5 finales d'affilée. Donc c'est surtout une équipe qui était au-dessus des autres mentalement.
Après, en termes de basket, ça reste les Warriors, mais on est arrivé aussi, tu vois, c'est les années, là, 2022-2023, où finalement, la NBA commence à s'adapter au jeu des Warriors, commence à catch-up un peu le rythme des Warriors. Et en fait, tu as une équipe qui n'est pas forcément moins bonne qu'avant, mais en fait, le niveau de la ligue est bien meilleur 4 ans après, 4-5 ans après, tu vois, 2016 et 2017, quoi. C'est marrant parce que moi, le regard que j'ai sur ces Warriors-là, c'est que c'est justement leur fond de jeu qui les fait gagner et ce qui les met en difficulté, c'est le manque de talent pour le coup. Mais j'ai l'impression que, tu vois, si on prend sur les 10 dernières années, sur les trois titres des Warriors, c'est peut-être celui où la patte Steve Kerr, elle est la plus marquée pour le coup. La patte Steve Kerr, notamment, ce qu'il a vraiment perdu depuis, c'est la capacité à mettre les joueurs dans des contextes favorables. Jordan Poole fait sa meilleure saison en carrière jusqu'à présent, même si cette année c'était pas trop mal, mais il fait peut-être sa meilleure saison en carrière jusqu'à présent. Andrew Wiggins fait sa meilleure saison en carrière pour le coup. Et je trouve que tu vois, la délimitation des rôles, elle est très très bonne. Bah non, voilà, je les ai mis. Moi, là-bas, ils étaient 10e, hein, carrément. Et je trouve qu'il y a un truc vraiment cool sur cette équipe. C'est. Je trouve qu'elle laisse une marque dans la mémoire des gens quand même assez importante, notamment parce que Steph Curry, c'est le soleil, quoi, tu vois, sur ce run-là, il est absolument génial, tout le monde a envie de le voir gagner, tout le monde a envie de le voir jouer, il est vraiment extraordinaire sur le run, sur le dernier match des playoffs, même s'il a un peu des hauts et des bas dans les playoffs, et c'était assez génial à ce niveau-là, quoi. Ouais, j'avoue que même moi, en tant que premier hater de Steph Curry sur le continent français, j'étais content de le voir gratter une bague et être MVP des finales. J'avoue que il fait des grosses finales en plus, Steph. Il est encore très dominant et puis c'était mérité, quoi. Il fait un match 6 de folie. En plus, je sais pas si tu te rappelles, là où il conclut le match un peu en troisième quart-temps avec des 3 points de très loin. Je me demande d'ailleurs, c'est pas dans le match 5 où justement il n'y avait pas un 3 points, il fait un 0 sur 10 à 3 points, je crois, de mémoire, il y a un truc comme ça. Et dans le match 6 à l'inverse, il remet à l'endroit et ça se passe très bien. C'est une équipe, moi, que j'ai eu pas mal de plaisir à avoir joué en playoff, moi en saison régulière. Elle est très peu dominante. Elle était 10e chez moi à la base, mais elle finit donc 9e puisqu'on se joue au jeu de la draft. Et c'est donc à ton tour de nous donner le numéro 8. Alors moi, le 8, en fait, je pense que j'ai 3 tiers, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que là, j'ai un tiers des 3 derniers, là. Donc les 2 équipes que je viens de citer et mon numéro 8. Ensuite, j'ai un tiers à, je dirais, 6 équipes, ou limite le 7, s'il y en a un qui le met 2e, j'ai pas trop de problème. Et ensuite, il y a un tiers d'une équipe tout seul en haut. Okay. Donc là, mon 8, moi, c'est les Nuggets 2023. Oh, ok. Je sais pas combien tu les as, toi. Moi, je les ai... Je peux te dire que ce sera à son tour. Moi, je les avais 6. Ok, tu les avais plus haut, donc. Ouais, moi, je les ai que 8 parce que ils font pas une régulière. Ils font clairement la moins bonne régulière parce qu'ils ont un net rating de seulement 3. Ils font 53 wins. Je me demande si c'est pas l'équipe qui a le run le plus facile en playoff aussi. T'affrontes aucune équipe à plus de ne serait-ce que 48 wins, je crois. C'est assez ouf. Bon, après, c'est pas de leur faute, hein. Ils ont affronté aucune grosse équipe. Ils arrivent au bon moment. Mais il y avait un peu ce côté-là avec les Nuggets. Ils n'ont pas été vraiment mis en difficulté en playoff. Si je les mets 8, la vraie raison pour laquelle je les mets 8, c'est parce qu'ils ont peut-être un des joueurs les plus dominants offensivement de l'histoire à ce moment-là. Si on fait un classement, tu vois, des meilleures campagnes de playoff individuelles, je pense que Jokic il sera très haut. Donc c'est un peu pour ça pour laquelle je les mets 8. Ils étaient très mis en défense sur la régulière. Alors c'est vrai qu'ils avaient fait un très bon run défensivement de playoff, hein, où tout le monde s'était bien donné et tout, mais je trouvais que c'était un effectif aussi qui manquait de profondeur. Alors il y a Christian Braun qui commence à faire un bon petit run de playoff, mais globalement, tu vois, ils avaient une rotation que de 6 joueurs, quoi. C'était le 5 majeur plus Bruce Brown sur le banc. Il n'y avait pas beaucoup, c'était une équipe qui tenait un peu sur un fil. Après, il y avait quand même un vrai jeu collectif autour de Jokic, Jamal Murray et compagnie. Mais là, c'est pareil, tu vois, le coaching, Mike Malone, moi, il m'a jamais été comme un ouf devant son coaching. Donc, c'est une équipe qui est bien tombée. Ça ne veut pas dire que c'est une équipe qui ne méritait pas sa bague, parce qu'ils ont dominé sur les playoffs, mais je ne peux pas les mettre plus haut, moi. Ils ont, pour le coup, ils sont pas tant que ça sur un fil, au sens où, en tout cas, chaque adversaire qui se propose à eux en playoff, ils s'en sortent relativement facilement. Pour le coup, je pense que le run est vraiment pas difficile, ça je suis d'accord. Tu vois, la difficulté du run, alors je les ai pas 10e, moi je les ai 7e sur la difficulté du run, parce que j'ai en run moins difficile les Celtics, les Bucks
et les Warriors de 2018, on y reviendra sans doute plus tard, que j'ai en run plus facile, pardon. Mais effectivement, leur run est particulièrement faible. Moi, tu vois, ils sont en bas de tier 2 sur tous mes critères, sauf sur le critère saison régulière où c'est les derniers. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, leur saison régulière, elle est vraiment mid. Alors, je crois qu'elle est quand même un peu à nuancer parce qu'il me semble que les 10 derniers matchs, ils se mettent un peu au repos et ils lâchent un peu les matchs. C'est une équipe par contre qui avait un truc très très fort, c'est que c'est de mémoire, il me semble que leur 5 majeurs, c'est le meilleur net rating de l'histoire, de mémoire, il me semble. Le 5, Jamal Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Nikola Jokic. Et donc forcément, ce qui pêche chez eux, c'est le banc, qui est vraiment très mauvais. Pour le coup, ils ont vraiment très peu de profondeur. Il y a Bruce Brown qui sort du banc, qui est bon, mais vraiment derrière Bruce Brown, il n'y a absolument rien. Et c'est une équipe, par contre, qui a un truc intéressant, c'est qu'elle a développé une forme de jeu qui était un peu nouvelle, et face à laquelle, finalement, durant les playoffs, personne n'a vraiment réussi à trouver la solution défensive, ce qui n'a pas été le cas par la suite. Par la suite, il y a des équipes qui ont réussi à trouver, notamment comment couper un peu le jeu de Jokic, on l'a vu cette année, mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Ce qui était problématique durant la saison régulière, c'était effectivement leur défense, mais leur défense est montée d'un cran en playoff, plutôt dû au fait qu'ils ont eu des match-ups qui leur correspondaient bien pour le coup sur l'aspect défensif. C'est vrai que le run est quand même vraiment pas difficile, quoi. Les équipes qu'ils affrontent, c'est tranquille, quoi. Ouais, ils ont affronté aucun stretch 5 vraiment en fait sur la campagne de playoff. Donc voilà. Après, ils ont quand même fait 2 demi-finales de conf sur les années d'après, donc ils ont été suffisamment solides, mais tu vois, ils n'ont pas vraiment confirmé, ils n'ont pas fait mieux que demi-finale de conf non plus. Donc ils sont pas. Ouais, moi je peux pas les mettre plus haut, moi, franchement. Alors je les mets quand même devant parce que je trouvais qu'il y avait plus de certitude collective que les deux autres équipes que j'ai citées. Même si les Warriors, c'était le dernier titre d'une dynastie, mais il y avait des mecs comme Paul Wiggins qui venaient d'arriver, quoi. Mais voilà, quoi, je les ai 8, moi. Ils ont profité aussi un peu d'un temps faible de la NBA. Tu le dis, c'est la fin des Warriors. C'est pas encore le top de Boston. Enfin, Boston craque complètement contre Miami en finale de conférence. C'est pas encore complètement le top de Boston. OKC est encore dans sa construction. Ils arrivent à profiter un peu d'un creux pour le coup dans la construction des équipes. Et ça se manifeste d'ailleurs dans les équipes qui battent en playoff. Ils battent Minnesota qui est sur l'année 1 de Rudy Gobert. Ils battent les Suns qui viennent juste d'acquérir Kevin Durant. Ils sont sur un moment où en fait la NBA est un peu dans une position d'attente. Et eux pour le coup ils sont prêts à ce moment-là. Et ils arrivent à prendre ce titre. Toi, juste en termes de plaisir, c'est une équipe que tu as bien aimé voir jouer ou pas? Ouais, pour le coup, ils ont toujours été kiffants à regarder jouer. Même aujourd'hui, où tu peux être saoulé devant Michael Porter Jr. qui vient de partir, ou Jamal Murray, c'est quand même une équipe kiffante à regarder. Après, de toute façon, même s'il n'y a pas beaucoup de coaching, il n'y a pas forcément énormément de coaching. À partir du moment où tu as Jokic dans une équipe, tu prends du plaisir, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est notamment aussi sur ce run de playoff là. Alors, Jamal Murray n'a pas toujours eu ce niveau là, mais ils ont un one-to-man, enfin un one-to-punch plutôt, donc un 1-5, axe 1-5 qui est exceptionnel quand même. C'est sans doute, si on regarde, tu vois, je reprends un peu les équipes. Allez, il y a peut-être les Lakers de 2020, mais c'est sans doute le meilleur pick and roll qui est quand même l'action de base du basket offensif. C'est sans doute le meilleur pick and roll pour coup de toutes les équipes, quoi. Et c'est vrai que leur niveau de maîtrise de ce set de jeu là était pour le coup assez impressionnant. Et donc, on a nos Nuggets, ça fera plaisir à Jérémy, nos Nuggets qui sont pour le coup en numéro 8. Et donc, c'est à moi de prendre la main pour qu'on passe au numéro 7. Et donc, en numéro 7, je dois avoir celui qui était chez moi en numéro 8. Et ce sont les Raptors de 2019. Pour le coup, équipe que moi j'ai beaucoup aimé, pour le coup. Quand je reprends un peu mon ranking là encore pour un peu étayer tout ça, sur la difficulté du run de playoff, je les ai assez hauts parce qu'ils sont 3e pour le coup. Un run de playoff qui est assez difficile. Le gros minus qu'ils ont chez moi, c'est la continuité dans la performance pour le coup, parce que c'est vraiment c'est la seule équipe qui tente un coup d'un soir un peu avec Kawhi, avec le trade de Kawhi qui fonctionne et qui les met assez haut. Leur run de playoff, il est plutôt difficile au sens où c'est une des rares équipes d'ailleurs où je me suis noté 2 séries vraiment difficiles pour le coup. Je pense à la série contre Philadelphie et la série contre les Bucks qui étaient des séries quand même qui étaient assez relevées. Celle contre les Warriors vient un peu gâcher tout ça parce que c'est le moment où j'aurais adoré voir cette équipe jouer contre les Warriors au complet, mais c'est le moment où Klay Thompson et Kevin Durant se blessent, donc forcément le run de playoff est fortement entaché parce que le vrai obstacle l'obstacle final qu'ils auraient dû avoir n'a pas existé. Finalement. Par contre, j'adorais dans cette équipe, je trouvais que cette équipe était incroyablement bien pensée.
J'ai beaucoup aimé le rôle de Kyle Lowry, de gestionnaire après le démarre de DeRozan, qui fonctionnait très bien. C'est le prime de Kawhi. Pour moi, il n'y a pas une version de Kawhi qui est plus haute, que celle-ci. J'ai adoré le secteur intérieur, que je trouvais vraiment très très bon, avec notamment Ibaka et Marc Gasol. Danny Green est un super joueur. Si je devais reprendre tes tiers, là on commence à rentrer dans le tiers des équipes. Alors c'était aussi le cas pour Denver chez moi, mais qui sont vraiment des très bonnes équipes, quoi. Tu vois, pour le coup. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette équipe des Raptors? Alors moi, c'est une équipe que j'adorais regarder jouer. Alors, une fois qu'ils ont pris Kawhi, parce qu'avec DeRozan, c'était pas la même chanson. Faut rappeler quand même qu'ils ont fait 58 wins sur la saison régulière, 5,5 aussi de net rating. Et moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est l'équipe qui a eu le parcours le plus compliqué à partir des demi-finales. T'affrontes en demi-finale une équipe où t'as genre Ben Simmons, Prime, Embiid, Jimmy Butler. C'est un des meilleurs demi-finalistes de toutes les, des 10 dernières années. T'affrontes une équipe des Bucks en finale de conf où t'étais mené 2-0, qui avait fait 60 wins sur la régulière, qui était très dominante. Et t'affrontes ensuite les Warriors en finale où, ok, il n'y avait pas KD, mais c'est quand même les Warriors. Sans KD, ils savent faire 2-3 trucs. Et t'avais DeMarcus Cousins aussi au poste de pivot, mais c'est vrai qu'il était un peu cramax en 2019 après sa blessure. Et puis Clay finit pas la série quand même. Hein. Ouais, Clay il finit pas la série, mais je crois qu'il fait 6 matchs quand même. Donc ça va quoi. C'est pas 5? Ouais, je sais Ou plus. 5. Ouais, okay. Ouais, 5 ou 6. Ouais. Mais 5, je crois. mais voilà. Je trouve que c'est une des équipes parmi les 10 derniers champions là qui était le plus profond en termes de joueurs. En fait, sur le banc, t'as Fred VanVleet qui est devenu All-Star. T'as Siakam cette année-là qui est MIP et qui est devenu par la suite All-Star ou l'NBA Team. T'as Anunoby aussi qui a pas joué sur les playoffs mais qui a une sacrée carrière. T'as Norman Powell aussi qui était genre en 8e, 9e homme qui a failli être All-Star cette saison. Donc c'est une équipe très profonde. J'adorais la polyvalence parce qu'en fait, tu avais un gros scoreur avec Kawhi, tu avais un meneur un peu gestionnaire avec Kyle Lowry, tu avais du 3&D avec Danny Green, tu avais une raquette où tu as Ibaka qui aurait pu être Depoy, qui a, je crois, fait un top 3 Depoy, et Marc Gasol qui était Depoy. Donc c'est une équipe vraiment mais ultra bien construite. Et moi, je les ai plus haut, pour être honnête, moi je les avais top 5. Okay. Je les avais 5e. Okay. Et le seul truc, oui, c'est que du coup, vu que KD est blessé en finale, vu que Clay se fait quand même je crois que c'est les croisés qui se fait au Game 5 ou au Game 6, bah, ils ont battu 4-2 une équipe des Warriors qui était un peu dépeuplée, quoi. Donc, tu peux pas les mettre plus haut. Mais je pense qu'ils auraient pu quand même battre les Warriors au complet. Je dis pas qu'ils l'auraient forcément fait, mais ils auraient pu. Parce que justement, tu avais une équipe qui avait plein d'armes pour... Alors, ils étaient pas aussi... ils n'avaient pas un style de jeu qui emmerdait énormément les Warriors, contrairement, tu vois, aux Rockets 2018. Ouais, c'était vraiment parfait pour les emmerder, mais c'est quand même une équipe qui les a battus. Donc, moi, je les ai top 5 et ouais, effectif profond, prime de Kawhi. Mais bon, ils sont à 2 doigts de sortir en demi-finale de conf aussi, c'est sûr. D'ailleurs, tu dis que t'es pas d'accord, hein, mais on s'est pas compris parce que moi je t'ai dit, je les ai 3e sur la difficulté du run de playoff. C'est vraiment ce qui les fait remonter. Pour moi, c'est vraiment les premiers, quoi. Je pense que même les Cavs 2016, où en fait la conférence Est elle est trop naze. Alors, ok, tu fais un exploit en finale, on en reparlera, mais je trouve que vraiment la finale de conf et la finale, elle est vraiment incroyable. Ouais, mais les Cavs, je les ai plus hauts parce qu'ils battent juste l'équipe qui a le meilleur bilan de tous les temps, quoi. Pour le coup, donc forcément, je les ai un peu plus hauts. Je trouve qu'aussi contre Milwaukee, mais après, une fois de plus, je le trouve incroyable, leur run, hein, mais je trouve que Milwaukee, c'est pas une version optimum de Milwaukee qui battent quand même en finale. En fait, le vrai la vraie grosse série, c'est la demi-finale qui est assez incroyable contre Philadelphie, pour le coup. Mais ouais, équipe qui était vraiment super kiffante. C'est une masterclass de GM cette équipe parce qu'il y a le changement de coach en début d'année, il y a la tentative de Kawhi, il y a le trade de Marc Gasol pour vraiment finir le all-in en milieu de saison. Il y a des bons, tu vois, c'est l'avènement de 3 joueurs qui ont été draftés avec Norman Powell, avec Pascal Siakam et Fred VanVleet qui ont un vrai apport dans cette équipe-là. Je pense d'ailleurs que alors les Warriors c'est un peu à part de 2017, mais je pense que c'est c'est l'équipe c'est le champion NBA qui est le plus marqué par le saut de son GM, pour le coup, qui derrière n'a plus rien fait et a vécu là-dessus pendant du coup 8 ans. Mais c'est une équipe qui là-dessus a fait un truc assez incroyable, quoi. Quand tu vois les moves de Masai dernièrement, tu te dis putain, c'est pas possible que ce soit la même personne, quoi. Genre il a été kidnappé ou je sais pas quoi. Mais moi je les ai pas plus haut parce que je trouvais qu'il manquait un peu de qualité.
de shoot. Je trouve qu'ils étaient pas ouf à 3 points sur les playoffs. Ils finissent à 34%. Ouais. Et finalement, tu vois, genre oui, ça a été dur de les juger parce que Kawhi, du coup, il s'est cassé au bout d'1 an. Et je sais pas si tu t'en rappelles, ils font une régulière en 2020 où ils ont le même bilan qu'avec Kawhi. Je crois qu'ils font 58 wins en 2020. Ils sortent en demi-de-conf contre les Celtics, mais ils font encore une régulière très très dominante sans Kawhi en 2020, ce qui a montré quand même la qualité de cet effectif, même sans Kawhi, quoi. Mais d'ailleurs, c'est aussi un élément assez marquant hein, de ces champions des 10 dernières années. C'est pas le cas chez tout le monde, mais chez un certain nombre d'équipes, il y a cette dimension fond de jeu qui fait que même quand on a des absents, l'équipe elle arrive à gagner. Tu vois que ça soit les Raptors, les Warriors, les Bucks aussi avaient ça, hein, avaient ce côté fond de jeu qui fait que tu gagnes quand même notamment en régulière. Après en playoff c'est différent, mais notamment en régulière. Bon, les Nuggets l'avaient moins pour le coup, les Celtics ont complètement ça, OKC a complètement ça. C'est un marqueur aussi hein, de ces 10 dernières années, la question du fond de jeu. Alors qu'on sortait d'une époque où le fond de jeu était moins présent, c'était souvent des grosses défenses qui tournaient autour d'une star qui était très omnipotente. Enfin, qui était omnipotente, très omnipotente, ça veut rien dire. Et ces 10 dernières années, pour le coup, elles sont plus marquées par cette question des fonds de jeu. Je te propose du coup qu'on passe à notre numéro 6 et je vais te laisser la main. Le 6, j'aurais vraiment aimé les mettre plus haut, mais je peux pas. Là, devant, j'ai trop de monde. Moi, j'ai les Lakers 2020 en 6e. Ok. Je sais pas à quelle place tu les avais, toi. Moi, je les plus avais en haut, 4. j'imagine. Je les avais en 4. Ah, tu les as plus haut. Ouais. Je les avais notamment en 1 en plaisir. Ok. Ils font une... Ah tiens, c'est marrant. Mais ils font une régulière où, bah, du coup, elle est tronquée par le Covid, mais c'était un équivalent de 60 wins en termes de pourcentage de victoire. Ils ont un net rating, tu vois, alors moi, j'ai le net rating qui est ajusté par rapport au calendrier, donc ils sont à 6.3. Et ça doit être un top 3, ouais, c'est un top 4 net rating parmi les 10 derniers champions, donc grosse régulière dominante dans la conférence Ouest en plus. Moi, je les ai pas plus haut parce que finalement, je trouve qu'ils n'ont pas été ultra challengés en playoff. Il n'y a pas eu une équipe où tu vois, tu t'es dit, putain, ils étaient vraiment pas loin de les sortir. Donc il y a la bulle, c'est un contexte compliqué. Je trouvais quand même que c'était une équipe qui manquait énormément de spacing. Où au final, en fait, ils arrivent à dominer un peu tout le monde en régulière parce que tu as LeBron qui met dedans à 3 points et par magie, tu as Davis qui, la seule fois de sa carrière, il a mis dedans à 3 points. Ils battent quand même Memphis 4-2 en finale. Ils galèrent un peu alors qu'il y avait pas mal de blessures au Heat. Je crois que Goran, il loupe beaucoup de matchs et Bam aussi. Donc, ils n'ont pas fait une finale ultra dominante. Ce qui me dérange aussi, c'est qu'il y a des role-players qui sont un peu vieux. Donc, c'est des mecs qui ont une énorme carrière comme Rajon Rondo et Dwight Howard. Ils étaient un peu sur la fin, genre c'est pas ils ont fait des plays de winner en playoff, mais ils étaient un peu cramax quoi. Mais ce qui m'ont les fait remonter un peu, c'est que tu vois, ils avaient des role-players comme Caruso et KCP, et c'est quand même deux mecs qui ont gratté une autre bague dans une autre franchise par la suite et qui sont des role-players élites en NBA sur les 4-5 prochaines années après le titre de 2020 quoi. Moi je trouve que c'est une équipe, là on rentre déjà dans le tiers des équipes un peu extraordinaires. Moi j'ai trouvé vraiment cette équipe pour le coup géniale. Effectivement, moi ce qui les met un peu plus bas, c'est la difficulté du run de playoff comme tu le dis, qui est pas très haute. La saison régulière, alors, elle est tronquée, elle est pas si dominante que ça. C'est vrai quand tu pars sur la partie projetée, mais la partie projetée moi j'aime pas trop parce que tu sais pas ce que ça aurait donné sur un truc projection. Alors même s'ils sont très très bien juste avant le casse du Covid parce qu'ils battent successivement les Clippers et les Bucks dans des matchs absolument dantesques juste avant le Covid, et c'était d'ailleurs assez génial. Moi ce qui les fait baisser aussi, c'est la continuité dans la performance qui pour le coup n'existe pas du tout parce que derrière ça suit absolument pas. Alors, ils sont très très bons en 2021 jusqu'à la blessure de LeBron ou d'AD, je sais plus, mais par contre après ça marche plus du tout. Mais moi j'ai trouvé cette équipe géniale. Tu as raison, il y a un élément fort chez eux, c'est que la grosse question qu'ils avaient c'était le spacing, et le spacing a cliqué durant les playoffs. Et certainement que si le spacing n'avait pas cliqué durant les playoffs, ça aurait été plus dur. Mais ceci étant, il avait cliqué à chaque fois qu'ils avaient joué des gros matchs avant, pour le coup. Et moi ce que je trouve incroyable dans cette équipe, c'est un des plus... Pour moi c'est le titre le plus cool de LeBron déjà. Parce qu'il y a la story de il essaye 1 an d'être meneur de jeu, il est meneur de jeu 1 an, et en fait sur une année c'est le meilleur meneur de jeu de l'NBA et il est champion en jouant comme ça. C'est une équipe aussi qui dans une époque où on essayait de jouer très vite avec un gros spacing, choisit de faire un contre-pied en jouant grand et très physique pour le coup.
parce qu'Anthony Davis joue 4, LeBron joue meneur. On commence du coup à voir ces équipes arriver avec que des grands joueurs, puisque le poste 2 c'est KCP qui doit être un 96. T'as Danny Green, enfin l'équipe elle est vraiment grande, elle est vraiment très athlétique. Et en plus de ça, elle a la particularité, ce qui est rare dans les équipes athlétiques, d'avoir un QI basket énorme pour le coup. Parce que, et notamment ça se voit dans les playoffs, parce qu'il y a LeBron James et Rajon Rondo. Et notamment, le marqueur intéressant, c'est. Moi, ce que j'adore rappeler, c'est ce truc-là avec Miami qui va en finale NBA grâce à sa zone, qui la tente dans le match 1, et la zone, elle saute au bout de 3 actions, parce que Vogel met LeBron et Rondo, et que ça marche pas du tout. Moi, j'ai adoré cette équipe. Je l'ai adoré. Je suis conscient que c'est pas la meilleure, mais moi, je l'avais quand même top 4 pour moi, pour le coup. Ouais, moi, je trouvais qu'il manquait énormément de spacing. Je crois qu'ils étaient même pas top 15 sur demi-terrain en efficacité offensive sur la régulière. Maintenant, ouais, alors je me demande s'ils n'ont pas le meilleur duo des 10 derniers champions des deux côtés du terrain. Pas forcément en termes d'impact au global, parce qu'on a eu des gars, tu vois, on a eu du LeBron, Kyrie, du Curry, KD et tout. Ouais. Mais des deux côtés du terrain, t'as pas un duo pour moi qui a autant taffé que les deux, parce que LeBron il taffait quand même beaucoup en défense quand il se motive en playoff à ce moment-là. Donc ils avaient un duo injouable. Il me manque pour moi une troisième option, tu vois, un peu au scoring. Au final, la troisième option, c'était Rajon Rondo, mais qui pouvait plus scorer, quoi. Et je peux pas mettre dans le top 5 une équipe qui avait Kyle Kuzma dans sa rotation, quoi. C'était un peu le problème, Kuzma. Ouais. Ouais. Tu vois, moi, quand je reprends mes notes, j'ai saison régulière, je les ai 8e sur la domination, donc je les ai quand même assez bas. Continuité dans la performance, je les ai 8e. Difficulté du run de playoff, je les ai 6e. Par contre, plaisir, je les ai 1. Et domination en playoff, je les ai 3. Oui, le run n'est pas très dur, mais ils sont hyper dominants. Par contre, sur les playoffs, et je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il y a un gros écart entre leur qualité de saison régulière et leur qualité de playoff, qui tourne notamment autour de cette question du spacing, parce que leur spacing clique. Moi, je trouve que leur run, ils sont vraiment très impressionnants dans le run de playoff, et je les ai trouvés, je les ai trouvés vraiment forts pour le coup, moi, en playoff, ces Lakers. Après, c'était le contexte de la bulle, donc forcément, tu vois, il n'y a pas de monde autour de toi, donc c'est plus facile pour mettre tes 3 points, mais c'est vrai qu'ils ont été très critiqués. Enfin, c'est pas qu'ils ont été critiqués, mais c'est une bague où on a dit, tu vois, c'est la Mickey Mouse Ring, etc., etc. Mais je pense que c'est une équipe qui aurait été beaucoup plus respectée s'il n'y avait pas eu le Covid, quoi. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc voilà, quoi. Et on peut rajouter, au plus que c'est sur une année un peu charnière pour la NBA, elle est très très cool cette année parce que il y a beaucoup de mouvements. C'est l'arrivée de... Enfin, ce qui était attendu, c'était le duel entre les Clippers et les Lakers. Malheureusement, les Clippers s'effondrent contre les Nuggets. Mais du coup, il y avait un truc cool dans cette année. Et la saison avant le Covid, elle est génialissime. Jusqu'au Covid, c'était vraiment une année très très cool. Donc moi je les avais 4e, bon tu les as vachement plus bas, c'est pas grave, on va faire avec, mais moi je les avais pour le coup. Je les ai 6e, ça va, tu vois. Tu les as 6e, c'est vrai qu'on avance en fait, c'est pas non plus si loin. Je reprends la main du coup, et donc moi pour la 5e place, je vais avoir une équipe qui était 7e chez moi, et toi tu vas trouver que c'est très bas, c'est les Warriors de 2018. Que j'ai pour le coup assez bas pour le coup, mais bon finalement ils vont finir 5e. Pourquoi je les ai aussi bas? Je les trouve vraiment nettement moins forts en 2018 qu'en 2017. Je trouve notamment que l'équipe clique vraiment moins. Il y a le rôle de KD qui change beaucoup. C'est une équipe qui, pour le coup, en 2017, mais je ne vais pas trop parler dans le détail parce qu'on va sûrement revenir sur eux, il est dans un rôle de couteau suisse, de rôle de finition des actions, et il est extraordinaire. En 2018, il est beaucoup plus dans un rôle d'initiation. Je trouve que le fit avec Curry, avec Clay est beaucoup moins fonctionnel, et je trouve que c'est pas du tout la bonne version de KD. Je trouve que le run de playoff est pas spécialement... Déjà, la saison régulière, elle est vraiment moins bonne que celle d'avant. C'est un élément quand même qu'il faut noter. Je trouve que le run de playoff est pas du tout si dur que ça. Parce que hormis les Rockets, en fait, c'est super facile. Ils tapent les Spurs avec Kawhi qui se blesse au premier tour lors du match 1. Ensuite, ils tapent les Pels qui sont pas du tout faits pour être en demi-finale au deuxième tour. Ils battent Houston. Là, c'est la série de la décennie, je pense. Je sais pas si t'es d'accord, mais pour moi, c'est la série de la décennie pour le coup en finale de conférence. Mais en finale NBA, ils tapent une équipe naze, quoi. Tu vois, les Cavs de 2018, c'est une équipe naze. Pour le coup. Donc le run, je trouve pas spécialement dur. Et dans leur seul défi qu'ils ont eu dans les playoffs, ils s'en sortent. Il y a la blessure de Chris Paul. Ils sont obligés de rechanger un peu leur façon de jouer à partir. On avait fait d'ailleurs un podcast long qu'on pouvait retrouver, qu'on avait fait avec Jérém l'été dernier sur cette série. Ils sont obligés de changer un peu leur équilibre à partir du match 6 parce que KD a beaucoup trop le ballon et que ça marche pas. Et du coup, il réduit le rôle de KD.
Ils sont forts parce qu'ils ont énormément de talent. C'est quand même un champion NBA. Mais je trouve que c'est une équipe qui cliquait pas, pour le coup. Qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, de cette équipe des Warriors, du coup, de version 2018 ? Compliqué à juger. Bon, moi, je les avais 4e, les Warriors. Donc, je les ai pas non plus beaucoup plus haut, tu vois. Mais ils sont compliqués à juger parce qu'en fait, ils arrivent juste après 2017. Donc, forcément, tu les oublies un peu plus. Ils font pas une régulière si dominante que ça parce qu'en fait, Curry, il loupe 30 matchs. C'est quand même lui le patron de cette équipe, le joueur le plus impactant et tout. Donc, on avait déjà vu un peu les limites en régulière du fait que Curry, quand il est pas sur le terrain, que, ok, t'as KD, mais c'est quand même pas la même chanson. Tu vois, la série contre les Rockets, on en a fait énormément avec la blessure de Chris Paul, à raison. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a été parfaitement construite pour battre ces Warriors. Parce qu'en fait, vu que tu fais de l'ISO, bah, ta profondeur, on va dire, défensive, elle sert à rien parce qu'en fait, eux, ils vont cibler ton moins bon défenseur, ils vont faire de l'ISO et tu peux rien faire. Et en défense, vu que tout le monde switch et t'as pas vraiment de mismatch, bah, ton système de jeu à base de mouvements, off-ball, etc., bah, forcément, contre les Rockets qui switchent partout, c'est plus compliqué. Mais c'est quand même c'est l'équipe qui vient juste après les Warriors 2017, donc ça reste quand même, tu vois, genre une équipe ultra dominante. Je pense que mentalement, c'était pas ils avaient moins cet esprit de revanche parce qu'ils avaient gagné en 2017. Il y avait des certitudes quand même. Et faut pas oublier qu'aussi Iguodala, il est blessé à partir du Game 5, donc les 2 matchs que les Rockets gagnent, où ils mènent 3-2, bah, Iguodala, il était pas là. Donc on a vu aussi l'importance, tu vois, d'un Iguodala dans cette équipe. Il revient en finale au Game 3 ou au Game 4. Curry avait loupé le premier tour aussi, il n'était pas à 100% sur les playoffs parce qu'il avait loupé le premier tour. Mais oui, c'est compliqué de les mettre plus haut parce qu'ils affrontent des Cavs qui sont horribles en finale, qui n'auraient jamais dû aller en finale, et qui vont en finale parce que LeBron est incroyable. Donc ils sont compliqués à juger, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même les Warriors 2018, que tu avais un quatuor incroyable avec Curry, Clay, Draymond et KD. Et finalement, l'effectif n'a pas tant bougé que ça par rapport à 2017. Et que le supporting cast est quand même vraiment moins bon. Hein. Parce que ouais, Sean il a pas Livingston tant est bougé plus que ça, vieux, David West qui a un vrai rôle en 2017, là il est plus là, c'est Nick Young ouais, qui est assez bah, irrégulier. ici, il est là, mais c'est vrai qu'il joue plus en playoff. T'as Zaza et David West qui jouent beaucoup moins en playoff en Ouais. 2018 par rapport à 2017. Alors qu'ils ont un vrai rôle avant. Ouais. Enfin, Zaza a un vrai rôle vu qu'au premier tour il pète Kawhi, mais c'est encore, Ouais. encore autre chose quoi. Oui, d'ailleurs, on avait noté avec Jérém sur le podcast que pour nous, le premier tournant de la série contre Houston, c'est la blessure d'Iguodala. Et qu'avant la blessure d'Iguodala, ils sont larges en fait. Ils ont vraiment de la marge contre Houston. Ouais, c'est ça. Et que la blessure d'Iguodala, effectivement, leur enlève cette marge. Tout à fait, ouais. Donc il y a un peu cette série contre Houston en fait qui te fait croire qu'ils n'étaient pas si forts que ça, entre guillemets. Mais tu vois, si on fait un classement des 10 meilleures équipes qui n'ont pas été championnes pour le coup sur les 10 dernières années, je pense que Houston, ils sont faciles top 3, voire plus. Donc, faut quand même pas oublier qu'ils étaient très dominants aussi, les Houston 2018. Et moi, je les ai pas non plus plus haut, je les ai 4e, mais grosse équipe quand même, ouais, forcément. J'ai un gros écart de plaisir aussi entre Warriors 2017 et 2018. Je suis à 8e sur 2018 et je suis à 3e sur 2017, pour le coup. Et c'est notamment autour... je trouve que l'équipe change vraiment beaucoup. Et j'aime pas du tout le rôle de KD en 2018. J'aime vraiment pas du tout. Beaucoup trop la balle. Je pense que la blessure de Steph fait qu'ils sont obligés de lui donner beaucoup de ballons et du coup il crée des habitudes autour de ça. Mais comme on l'a vu d'ailleurs dans la suite de sa carrière, d'ailleurs à KD, quand il a trop la balle, c'est pas son meilleur rôle pour le coup. Et je trouve qu'on le ressent pas mal à ce moment-là. Du coup, c'est ton tour, je crois, pour qu'on donne le 4e. On rentre déjà dans le top 4. Alors moi, je me suis rendu compte que j'ai fait une connerie parce que j'ai cité les Lakers 2020 en 6, alors que j'avais une équipe derrière dans mon Ouais, il classement. semblait aussi. Mais Bah ouais, c'est le mais principe c'est pas grave, du draft. trop tard. Et du coup, en 4, j'ai les Celtics 2024. Ouais. Qui ont fait une régulière très dominante, 64 wins, plus 10.7 de net rating, ajusté au calendrier. C'est quand même assez ouf. Seulement 3 défaites en playoff. Après, bon, voilà, la régulière, c'est la conférence Est 2024, donc il n'y a pas grand monde derrière. C'est je me demande si c'est pas l'effectif qui a les meilleurs role-players entre Derrick White, Jrue Holiday, Al Horford. Bon, Kristaps, c'est vrai qu'il n'a pas trop joué sur les playoffs, mais tu avais Sauma Hauser, qui est quand même assez sous-coté. Je trouvais que les role-players des deux côtés du terrain, ils sont vraiment parfaits, quoi. Mais ce qui m'empêche un peu de les mettre plus haut, c'est que ton duo de franchise player, c'est peut-être le pire, quoi. T'as peut-être le pire duo, t'as peut-être le pire meilleur duo entre guillemets de toutes les équipes, parce que t'as pas de joueur injouable et Tatum il loupe ses finales.
Jalen Brown, il est MVP des finales, il fait pas non plus des énormes finales. Les deux font pas des gros playoffs. Tatum et Brown, je crois qu'ils sont même pas à plus de 33% à 3 points sur les playoffs. Mais finalement, c'est une équipe qui a pas du tout été inquiétée. 3 défaites, tu vois, sur l'entièreté des playoffs. T'as qu'une équipe qui a eu moins de défaites. Donc finalement, ils ont vraiment, pour le coup, c'est une des rares équipes qui a dominé et sur la SR et sur les playoffs. L'opposition dans le run que... est affreuse. Hein. L'opposition dans le run est affreuse. Ils sont hyper Ouais, dominants, mais surtout dans la l'opposition elle est conférence affreuse. Ouest, ouais. Et que, Ouais, oui, mais surtout dans en la plus conférence. conférence Ouest, et ils sont tous blessés. Tout le monde est blessé. C'est une hécatombe tour Ouais, c'est par sûr. tour. Ah, c'est pour ça que moi, je les avais, tu vois, je les avais 7 de base, mais Ouais. il y a beaucoup de blessés dans la conférence Est. Et ce qui me dérange aussi, c'est pour ça que je les avais. À un moment, je les avais plus haut. Et ce qui me dérange aussi, c'est que finalement, tu vois, cette saison, alors dans la continuité, c'est vrai qu'ils ont fait souvent des finales de conf et tout. Mais cette saison, ils ont quand même été menés 3-1 face aux Knicks, quoi, qui sont pas non plus une équipe excellente. Oui, c'est une équipe de playoff qui se bat bien et tout. Et moi, ce qui m'emmerde, c'est que tu vois, on a eu 2 matchs à domicile là cette saison où en fait, alors ok, c'est pas le run. Là, on juge les 10 derniers champions, mais on a vu aussi que cette équipe, quand elle est un peu challengée, et c'était le cas cette année, bah, c'est plus compliqué, quoi. Ils savent plus faire grand chose, quoi. Et ils font pas ce qu'ils font sur le terrain. J'ai un peu du mal aussi avec le coaching. Il fait une campagne de playoff solide, hein, Mazzulla, avec des bons ajustements en défense et en attaque, notamment contre Dallas, où finalement, tu vois, dans Dallas, je pense pas qu'ils étaient si mauvais que ça. Enfin, ils font 50 wins sur la SR, mais ils avaient fait beaucoup de mouvements à la deadline, donc je pense que c'était plus une équipe en termes de niveau, tu vois, un peu comme les Pacers cette année, c'est-à-dire c'est plus du niveau 56-57 wins que 50 wins. Gafford change Mais complètement l'équipe. L'arrivée de Gafford notamment change complètement l'équipe parce qu'elle ramène ouais, et puis même de TJ la protection Washington, de cercle qu'ils n'avaient ouais. pas du tout et ça leur fait vraiment passer un cap quoi. Et encore, Gafford, il fait pas un si gros run de playoff que ça, mais ouais, les ajustements qu'ils avaient fait à la deadline étaient vraiment bien. Mais c'est quand même une équipe très dominante, une des meilleures équipes two-way, parce que tu vois, ils étaient Carrément. largement top 3 attaque, top 3 défense sur la régulière, donc ils sont 4e dans notre draft. Moi je les avais 5e. Ils sont pas tombés depuis tout à l'heure parce que le jeu le jeu de balancier a fait que. Mais c'est l'équipe sur laquelle j'ai les plus gros écarts sur mes notes détaillées. Parce que sur la saison régulière, je les ai 2e. Sur la difficulté du run de playoff, je les ai 10e. Mais par contre, sur la domination en playoff, je les ai 2e. Parce que certes, c'est très facile, mais enfin bon, ils démontent tout le monde quand même. Hein. Enfin, c'est vraiment. Ils démontent tout le monde. Sur le plaisir, je les ai 10e. C'est une équipe que je détestais voir jouer. J'ai pris aucun plaisir à voir jouer cette équipe. Et sur la continuité dans la performance, je les ai premiers. Pour le coup. Parce que pour le coup, c'est vraiment une construction long terme. Avec quelques ajustements qui se font. Alors cette année, ils étaient encore très forts malgré tout. Et là, Tatum, ça va un peu coincer. Mais pour le coup, Jalen Brown et Tatum, c'est un run. Ils sont draftés en quoi 17 et 18 les deux pour le coup. Donc c'est vraiment un run de long 16 et terme. 17, ouais. 16 et 17, c'est Ouais, 16 et 17, pardon. Donc c'est vraiment un run de long terme. Je trouve que sur cette équipe, effectivement, il y a un point qui était problématique, c'était leur forme de jeu offensive. Beaucoup de pull-up à 3 points, très dépendante du tir extérieur. Mais bon, il faut quand même reconnaître que ça a marché toute la saison et ça a marché en playoff. Ils sont jamais vraiment arrêtés de scorer. Et notamment parce qu'ils avaient de toute façon cette soupape de sécurité qui fonctionnait bien, c'est leur défense, qui est une défense vraiment d'exception. Et ça leur a permis, mais un peu comme OKC, hein, dont on parlera sûrement après, et ça leur a permis pour le coup d'asseoir une certaine domination. Effectivement, l'effectif est quand même très bien construit. Les deux têtes sont pas énormes, mais par contre, la construction autour, elle est géniale. Porzingis, Derrick White, Jrue Holiday, ça marche incroyablement bien. Et effectivement, le banc marche très bien. J'ai même pas envie d'y passer trop de temps parce que j'ai tellement pas aimé regarder cette équipe. Franchement, c'était tellement chiant de les voir jouer. Limite cette année d'ailleurs, ils étaient un peu plus fun parce qu'ils avaient un peu plus de pick and roll. Tatum a continué sa progression playmaking, même si je trouve ça toujours pas si génial que ça, mais c'est mieux. Pritchard aussi a rajouté un peu de dynamisme dans cette équipe cette année-là. Mais effectivement, l'année dernière, ils se sont appuyés sur une superbe saison régulière, sur un run de playoff. Enfin, le hit de mémoire, Butler se blesse. Les Cavs, tout le monde se blesse aux Cavs. Les Pacers, Haliburton se blesse. Dallas, on sait que Lucas est blessé. Et Dallas vivait sur le truc de permettre à Gafford et à Lively d'être dans la raquette pour protéger le cercle parce qu'ils étaient catastrophiques sur la défense des lignes extérieures. Et il y avait une équipe contre laquelle ils ne pouvaient pas le faire, c'était Boston à cause de Porzingis. Donc ça a explosé. Il n'y avait absolument d'ailleurs aucun suspense dans la finale NBA. On savait très très bien que Boston allait gagner. Voilà, bon, équipe très forte, enfin équipe très bonne. Aucun plaisir à les voir. Je les ai 5e. On les a 4e. Je trouve ça dommage de les mettre. Ils sont sans doute meilleurs que les Lakers, mais je trouve ça dommage de les mettre devant.
Ouais, et tu vois, et je sais même pas il les aurait battus, mais pour le coup, c'est une équipe, je peux comprendre, parce que moi, ils font partie de mon tier 2, comme j'avais dit, je peux comprendre que tu les mettes limite 2, tu vois. Ouais, ouais, Même je suis s'il y a d'accord. des, il y a Ouais, je des suis d'accord. défauts. Ouais. Moi, je peux pas, parce que je trouve que c'est important quand même d'avoir un duo de franchise player assez safe. Et eux, c'était pas le cas. Mais je peux comprendre que tu les mettes beaucoup plus haut que moi, qu'ils les aient que 7, quoi. Ouais, j'avais 5, hein. Ça va, hein. J'étais pas non plus, tu vois. C'était pas l'extase. Mais effectivement, moi, je les ai 5 pour un truc un peu de délit de sale gueule, hein. C'est parce que j'ai pas aimé les voir jouer. Quand je suis vraiment sur la qualité de l'équipe, effectivement, pour le coup, je suis beaucoup plus haut. Donc, les Boston Celtics sont donc en 4. Et donc, maintenant, on va attaquer notre top 3. Et on va voir si on a le même top 3. Alors, en numéro 3. Alors. J'ai fait une entorse à mon. Alors, quand je regarde en fait mes critères de notation, cette équipe devait être en 2 voire en 1, mais j'ai pas assumé de la mettre en 1. Et donc, elle est en 3. C'est les Cavs de 2016, que j'ai pour le coup en numéro 3, qui est une équipe qui est portée par son run de playoff et notamment par ses finales NBA. C'est le plus gros exploit d'un champion NBA des 10 dernières années. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le fait d'avoir battu les Warriors en finale, on rappelle, hein, il y a un double exploit. Les Warriors sont en 73-9, c'est le meilleur bilan de saison régulière de tous les temps. Ils sont en plus à 3-1, personne n'a jamais remonté avant et depuis 3-1 en finale NBA et ils arrivent à le faire. Je pense que la valeur émotionnelle de ce titre, elle est tellement dingue pour tous les fans de basket, mais encore plus pour les fans ou de Cleveland ou de LeBron James, que forcément ce titre est extrêmement marquant. N'en reste que, c'était aussi une équipe extrêmement forte pour le coup, qui avait une belle domination en saison régulière. Tu vois, je les ai 4e sur la domination de saison régulière. Sur la difficulté du run de playoff, je les ai hauts grâce à cette finale, mais je trouve que Toronto était quand même pas un si mauvais adversaire que ça en finale de conférence. C'était pas un top adversaire, mais c'était pas si mal que ça. N'en reste que ça soit Détroit, Atlanta ou Toronto, ils les ont démontés. Il n'y avait jamais eu le moindre doute sur le fait qu'ils allaient gagner. Et c'est un moment où leurs 5 majeurs fonctionnaient vraiment très très bien, étaient très bien équilibrés. J'ai jamais trop aimé Kevin Love dans sa version Cavs, mais pour le coup Tristan Thompson fait vraiment des super playoffs et il est dans un rôle qui lui va très très bien. L'alchimie entre LeBron et Kyrie, elle est absolument parfaite. Je les ai 2e en plaisir du coup. Il y a quand même une continuité dans la performance parce que pour le coup c'est une équipe qui est quand même en finale NBA l'année d'avant et en finale NBA l'année d'après, avec un effectif qui est quasiment le même encore une année d'après, mais bon, là pour le coup, l'effectif est complètement remodelé. Donc voilà, moi quand je regarde tous mes critères, je les ai 3e. Objectivement, je les avais premiers, mais j'ai pas été capable de les mettre premiers parce qu'ils sont un cran en dessous des 2 premières équipes pour moi. Moi, en fait, au début, je les avais 5e, mais finalement, je les ai montés 3e, donc du coup, on a le même 3. Mais ils sont hyper compliqués à juger parce qu'en fait, ils font un exploit incroyable où en fait, clairement, ils battent une équipe qui était meilleure qu'eux. Parce que mentalement, en fait, les mecs sont totalement transcendés. Voilà. Mais oui, leur régulière, bon, elle est solide, mais elle n'est pas si incroyable que ça. Il y a quand même 57 wins, plus 5,5 de net rating. Ils perdent 5 fois en playoff. Toronto, finalement, moi je trouvais pas qu'ils étaient si forts que ça, mais maintenant les Cavs, ils étaient un peu sur la retenue, c'est pour ça Ouais, qu'ils en lâchent 2, mais une fois qu'ils sont accélérés, il y a pas eu de série. Non, mais je trouve que alors, je pense que alors, j'ai regardé, ils étaient à 40,6% à 3 points sur les playoffs. Il n'y a aucune équipe qui fait mieux. Il y avait un spacing de malade. T'as Kyrie, Smith, Kevin Love, Channing Frye, il a plus de 50% à 3 points sur les playoffs, c'est n'importe quoi. J'avais regardé une stat, je crois que si tu prends sur depuis 2010, les 15 runs de playoffs avec la meilleure adresse à 3 points, avec plus de 5 tirs à 3 points par match, tu as 3 joueurs de ces Cavs-là dans le top 15, tu as Kyrie, Gerrard, Smith et Kevin Love. Donc ils ont bien profité aussi du fait qu'on a une des versions les plus ultimes de LeBron, donc sur drive il était injouable, donc derrière toi tu n'as que des tirs à 3 points ouverts, quoi. Moi je peux pas les mettre au-dessus, j'aurais bien aimé les mettre au-dessus, et j'ai même hésité à les mettre plus bas, parce que je trouve que défensivement, c'est trop light, quoi. Ça s'est pas trop vu, parce que finalement, ils étaient tous motivés. Il y a peut-être des défenseurs un peu sous-côté, genre Kerry en carrière, tu vois, c'est un défenseur sous-côté. J.R. Smith, il fait grave le taf. Tristan aussi, c'est un défenseur sous-côté à ce moment-là. Mais ils étaient pas si profonds que ça. Il y avait Rick Jefferson sur le banc, il y avait du Iman Shumpert et tout. Non, mais c'est un effectif profond, mais pas si profond que ça. Un peu trop light défensivement. Et puis le coaching, finalement, tu vois, tu as un mec qui arrive à la mi-saison et qui, donc finalement, Tyronn Lue. Bon, il a eu une grande carrière de coach après, mais à ce moment-là, c'est pas encore un immense coach, donc tactiquement, c'était pas non plus un truc de ouf.
Mais ils ont fait le plus grand exploit de ces 10 dernières années, donc du coup, bah, tu les mets top 3, quoi. Je trouve que le supporting cast, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas des top joueurs, mais tout le monde apporte pour le coup. Que ça soit Shumpert, Jefferson, on se rappelle même de Dante Jones qui fait un tout petit passage dans les finales NBA et qui est quand même réussi à avoir un impact. Ils avaient des joueurs comme effectivement Channing Frye qui arrivait quand même à apporter, Della Vedova qui arrivait à apporter malgré tout quand ils jouaient. Ils ont un duo, toi tu as beaucoup parlé du duo et d'à quel point le duo Transafe. Je pense que c'est le meilleur duo des 10 dernières années, pour le coup, des 10 champions en tout cas des dernières années. C'est à débattre avec AD et Steph, mais je pense que En tout cas, l'alchimie. ils ont le meilleur match. Le match, là, le Game 5, où les deux ils sont à 40 points, là, c'est sûr que c'est le meilleur match d'un duo tout court. Ouais, et puis leur alchimie était vraiment bonne, c'est-à-dire que tu avais vraiment LeBron en rouleau compresseur et Kyrie plutôt en finisseur. Et il n'y a jamais eu trop de. Je trouve que ce que LeBron a bien fait avec Kyrie notamment, c'est la répartition de leurs deux rôles. Ce qui, pour le coup, entre Steph Curry et KD a jamais été non plus si clair que ça. Et il n'y a jamais eu de synergie du tout entre KD et Steph dans le jeu, pour le coup. Alors qu'il y en a eu une entre Kyrie et LeBron. Je pense que leur saison régulière, elle est quand même à mettre avec des pincettes, parce qu'ils avaient une telle marge sur la conférence Est qu'ils y allaient mollo de chez mollo. Et en fait, leur 58, s'ils avaient voulu, ils auraient très bien pu taper les plus de 60 sans aucun souci, tellement ils y allaient tranquilles. Mais par contre, tu as raison, ce qui doit aussi un peu dégréver leur run, c'est qu'autant à l'Ouest, il y a des équipes qui ont tenté d'aller chercher les Warriors, peut-être pas dès 2016, mais qui ont tenté d'aller chercher les Warriors. C'est pas du tout le cas de la conférence Est, qui a un peu lâché l'affaire. Après Indiana, tout le monde a un peu lâché l'affaire face à LeBron James à la conférence Est, et tout le monde attendait en fait la fin de l'ère LeBron et commençait plutôt à construire l'avenir. Pour le coup, et Boston en est d'ailleurs un bon exemple. Pour le coup. Mais ouais, moi je les ai quand même malgré tout troisième parce que le niveau atteint aussi, hein, le pic qui est atteint est très très haut. Pour moi, le pic de cette équipe, c'est le match 6 des finales NBA où leur niveau est démentiel, mais vraiment, vraiment démentiel dans le match 6. Et puis il y aura une équipe de kiff. Alors là, on est forcément sur le kiff, on est hyper haut quoi. Là, on est premier, on est sur une autre planète là en termes de kiff. Ah, sur le kiff. J'ai une équipe au-dessus, hein. J'ai les Lakers de 2020 que j'ai vraiment adoré. Mais oui, il y a Lakers 2020, Cavs 2016, et puis après il y a un fossé avec les autres. Et forcément, sur le kiff, alors moi mon plaisir c'est plaisir de jeu, mais sur le plaisir des émotions, là par contre t'as raison, on est premier, loin, loin, loin devant tout le monde, et pas des 10 dernières années, des 20 dernières années. Pour le coup, le bonheur était dingo. Équipe superbe. Qui mérite bien un top 3. Moi je trouve ça cool qu'on les mette pour le coup dans le top 3. On passe du coup au top 2. Et donc c'est moi qui vais... Ah non, c'est à toi, putain, c'est toi qui va décider du top 2 du coup, vu que c'est toi qui choisis en premier et qu'on a à peu près les mêmes. Et ben écoute, je te laisse la main. Deuxième, pour moi, il n'y a pas débat, parce que le 1, il n'y a pas débat justement. Le deuxième, il y aurait pu avoir débat sur les playoffs, mais pour moi, il n'y en a pas. Donc le deuxième, c'est OKC 2025, qu'on a vu cette année. Énorme régulière, sans doute la régulière la plus dominante, parce que tu fais 68 wins, personne n'a fait mieux. 12,7 de net rating ajusté au calendrier, dans une conférence Ouest très stacked. Donc assez incroyable. Meilleure défense, top 3 attaque et tout. Le seul truc qui me les fait mettre dans un... C'est la meilleure équipe du tiers 2, mais ils sont pas dans le tiers 1, c'est qu'ils ont trop galéré en playoff. Le manque de spacing en playoff, ça s'est vu. Il y a personne, à part Caruso, qui a su mettre dedans à 3 points de manière régulière. Ils galèrent quand même contre des teams qui ont gagné 18 wins de moins qu'eux. Donc c'est ce qui me dérange un peu. Gros manque de spacing, manque d'expérience, forcément. Hein. Tu as des mecs qui sont même pas dans leur 4e saison NBA, Cason Wallace, J-Dub, Chet, donc forcément ça joue. C'est important quand même l'expérience en playoff. Pas tant que ça en régulière, c'est peut-être un peu surcoté, mais en playoff ça reste important. Mais ce qui me fait les mettre devant quand même toutes les autres, c'est que ils ont galéré en playoff, certes. Par contre, quand ils ont gagné, ils ont vraiment mis des gros... Tu as des plus 30, que ce soit contre Denver ou contre les Pacers, tu as quand même des matchs où, quand ils mettent dedans à 3 points ou quand ils trouvent un rythme en attaque, il n'y a rien à faire parce que défensivement, ils seront toujours là. Il y aura toujours un niveau plancher défensif assez incroyable. Mais oui, il y avait une stat là, c'était que en fait, à domicile sur les playoffs, ils avaient un net rating mais genre de plus 15 ou un truc comme ça. Et en fait, à l'extérieur, ils étaient à moins 6 ou environ. Hein. Donc, c'est ce qui me dérange un peu. Et je ne les mets pas plus haut parce que je trouve que le meilleur joueur de l'équipe, Shai, qui certes a fait une saison incroyable où il est MVP, saison régulière ultra dominante, plus quand même des playoffs dominants, je trouve que il n'est pas au niveau des LeBron, il n'est pas au niveau des Jokic, il n'est peut-être pas au niveau des Kawhi, KD non plus, ni Curry. Il est
pas très loin, mais il est pas au niveau de ces mecs-là. Donc c'est pour ça que je le mets pas. Je le mets quand même 2, mais je peux pas le mettre un tir au-dessus, quoi. Et ben moi, je les avais premiers. Pour le coup, en fait, je t'explique. Quand j'ai fait mon ranking là, en fait, les Warriors de 2007, je les avais troisième avec mes notes là. Et j'avais à égalité Cavs 2016 et OKC 2025. Donc déjà, j'ai fait une entorse avec Cavs 2016. Je voulais pas la faire 2 fois. Et du coup, j'ai mis OKC premier. Pourquoi je les ai premiers dans mon truc? Tu vois, si je reprends mes notes, saison régulière, je les ai en 1 pour le coup. Et pour moi, ils sont en 1 large. Le deuxième, c'est Boston. Mais ils font vraiment une saison régulière de folie. Je les ai premiers sur la difficulté du run de playoff, malgré tout. Et ben ouais, mais en fait, quand je regarde toutes les équipes, en fait, le seul débat que je peux avoir, en fait, mon top 3, c'est OKC 2025, Cavs 2016 et Raptors 2019. Mais je les ai quand même en 1 parce que en fait, les autres runs, ils sont pas compliqués. On revient à ce que je disais tout à l'heure, les autres runs sont pas compliqués. Et eux, ben, mine de rien, il y a les Nuggets. Ils doivent pas autant galérer. Moi, je trouve que les Pacers, faut pas sous-coter cette équipe-là qui, pour le coup, fait un run de dingue, hein, les Pacers, pour aller en finale NBA. Donc, c'est vraiment une super équipe, même si le top joueur est pas dingo. Minnesota, c'est pas une si mauvaise équipe que ça, et il les tue. Et en fait, c'est plutôt par comparaison. Et une fois de plus, j'ai commencé le podcast avec ça en disant que les runs de playoff, bah, je les trouve globalement faiblards, de manière générale. Sur la domination en playoff, je les ai 7ème. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment le minus de la domination en playoff où je les trouve assez bas. Faut pas non plus les mettre trop bas parce qu'ils sont quand même forts, tu vois. Derrière eux, finalement, j'ai que Warriors 2018, j'ai que Bucks 2021 et Warriors 2022, tu vois. Sur la domination en playoff. Je les ai 4ème sur le plaisir, c'est pas si haut. Et par contre, je les ai assez haut sur la continuité dans la performance, vu que je les ai 2ème. Et je trouve que... Je suis d'accord avec toi sur le fait que... En tout cas, quand tu sors du run de playoff, c'est dur de se dire qu'il y a une meilleure équipe que Warriors 2017. Le run des Warriors de 2017, il est au-dessus du run de playoffs de OKC 2025. Mais la saison régulière est supérieure, pas bien, mais elle est quand même supérieure celle d'OKC. Le projet est un peu plus cohérent. Bah, je trouve que je les avais, tu vois, en 1. Bon, ça me choque pas du tout qu'ils soient en 2. Moi, je trouve que c'est une équipe assez exceptionnelle. Je l'ai beaucoup dit dans les derniers podcasts. Je comprends pas qu'ils aient autant galéré en playoff. Et effectivement, je pense que l'aspect expérience, l'aspect aussi où ils ont bien transformé leur jeu cette année, je voudrais en faire un podcast pour en parler d'ailleurs, a pas mal joué. C'est une équipe vraiment all-time pour moi. Mais donc en 2. Ils seront donc en 2 de notre draft. Mais je les avais en 1 et je pense que c'est plus si à mes critères. Je pense que tu vois, si j'avais fait le truc sans aucun critère, effectivement, je les aurais mis 2, je les aurais pas mis 1. Je sais même pas si je les aurais mis 2, d'ailleurs. Mais je les avais là. Mais tu vois, tu penses quand même que c'est une meilleure équipe que les Warriors 2017? Non, justement, c'est ce que je te dis. Je pense que si j'avais été juste la meilleure équipe, tu vois, j'aurais été sur Warriors 2017. C'est plus quand je prends tous mes critères, et ben en prenant tous mes critères, j'arrive à une note de synthèse où ils sont premiers. Tu vois. Je pense qu'intrinsèquement, on va mettre de côté la comparaison en faisant fi des écarts d'année. Moi, j'ai regardé l'année dernière pour le podcast les Warriors de 2017. Les équipes, et c'est bien normal qu'une équipe 8 ans plus tard soit meilleure qu'une équipe d'il y a 8 ans parce que le jeu évolue, qu'on optimise tout, que défensivement, déjà il y a un gap entre les deux équipes qui est monumental, parce qu'on parle beaucoup d'attaque, mais enfin il y a aussi la défense. Et tu vois, quand je reprends les 10 équipes, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'OKC c'est la meilleure défense, pour le coup. J'ai pas de doute qu'OKC, enfin je pense qu'OKC battrait les Warriors de 2007. Oui, ouais. Après sur la domination, oui, les Warriors de 2007 c'est un truc tellement dingo par rapport à leur année que forcément c'est compliqué de pas les mettre en 1, tu vois. Ouais, je suis pas sûr qu'ils battent les Warriors 2017, mais je peux comprendre, oui, que de toute façon, plus tu évolues en année, plus tu as des équipes qui sont ultra complètes, injouables physiquement, techniquement et tout. Puis ils sont tellement profonds. C'est une équipe qui a... Ils sont tellement profonds, Ouais, mais la profondeur, ça fait pas tout. Parce que tu vois, leur profondeur, finalement, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Denio, il veut pas les utiliser en playoff. Donc, la profondeur en playoff, on a vu que ça te rendait pas forcément meilleur, quoi. En tout cas, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'équipe, tu vois, qui avait trouvé... Alors, Nuggets, je mets un peu de côté, mais l'équipe qui avait trouvé une réponse à leur défense, c'est Indiana. C'est un style de jeu que les Warriors n'avaient absolument pas, par exemple. C'est en fait, Indiana, ils ont fait quoi pour essayer de contrer la défense d'OKC? Ils ont juste joué à 2000 à l'heure, quoi. Pour éviter un maximum les possessions demi-terrain. Ouais, et ils ont montré aussi, tu vois, que si tu ciblais les mismatchs d'OKC, t'avais un impact défensif qui était moins fort, quoi. Parce que même s'ils sont ultra deep défensivement, et forcément, dans ton effectif, tu as des mecs d'1m90, d'1m95. Donc, Shai, c'était un peu une mismatch par moment pour Siakam. Cason Wallace aussi, et voilà, quoi. Oui, je suis d'accord, ça leur a permis de trouver des voies de secours. Et effectivement, ils finissent à 4-3, donc ils les ont vraiment embêtés. Et puis le dernier match, Haliburton est blessé. Mais enfin, OKC gagne aussi parce qu'au bout d'un moment, ils arrivent à chaque fois à s'adapter, à faire plein d'interceptions, à mettre du rythme. Et que là-dessus, ils sont tellement forts. Ouais. Ils sont tellement incroyables là-dessus.
à une blessure près de Gordon ou Haliburton, à chaque fois, t'as peut-être pas la bague. Mais là où, non, Ça mais reste du what là où if. c'est Je suis intéressant, prudent avec les what if quand même parce qu'on sait pas. Tu sais pas ce que ça pourrait être. C'est pas parce que oui, mais Haliburton du s'est coup, blessé qu'ils ont t'as gagné, tu galéré vois. jusqu'à 4-3, tu vois. Genre, Ouais, je suis du coup, d'accord. on sait jamais. Parce que là, les Warriors 2017, ok, on va nous dire Kawhi il s'est blessé en finale de conf, mais je pense que si Kawhi se blesse pas, c'est 4-1 max, quoi. Mais là où moi, enfin, j'ai un avis différent, c'est que je pense que le plancher offensif que t'as, dans tous les cas, peu importe qui t'affronte, il sera toujours plus important que le plancher défensif. C'est-à-dire que tu vois, on a vu que, notamment contre les Pacers ou contre Denver, que tu as beau avoir un plancher défensif exceptionnel, si tu affrontes une équipe qui est ultra athlétique ou qui a un jeu collectif ultra léché et qui sait parfaitement comment profiter des mismatchs, bah ton plancher défensif, il est un peu moins fort. Alors que les Warriors, tu as un tel plancher offensif. Ok, on me dira 2018, c'est vrai que bah, tu as une équipe qui switch, c'est différent. Mais en 2017, on a vu que bah, ils étaient sur une autre planète et peu importe qui tu leur mets en face, parce que les Cavs 2017, ils mettent quand même 4-1 aux Cavs 2017. Et c'est une des raisons pour laquelle moi j'avais les Cavs 2016 top 3. C'est que les Cavs 2017, en termes de continuité, je veux dire, c'était une équipe ultra sous-cotée, très forte, Sans doute plus et qui forte a qu'en quand même 2016. mangé un Sans doute plus forte qu'en limite. 2016. Ouais, alors bon, après sur la régulière, ils défendaient plus, mais qui était ultra dominante encore. Et ils se mangent quand même un 4-1 par ces Warriors, quoi. Ouais, non, mais Donc je voilà. suis. Et puis un 3-0, hein. Et puis il y a 3-0 après 3 matchs, quoi. Donc, Ouais. enfin, on va parler des Warriors après. Donc la série, tu la tues tout de suite, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Après, voilà, je te dis une fois de plus, hein, je résume ce que je t'ai dit. Hein. C'est-à-dire, si C'est j'étais subjectif, évidemment. sur un truc sans trop réfléchir, j'aurais mis les Warriors en 1, sauf que j'ai mis des critères, et quand j'ai mis mes critères, moi je tombais sur OKC en 1. Je tombais sur OKC en 1. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut basculer à l'autre équipe, qui est l'équipe des Warriors que j'avais en 2, mais qui va donc finir pour le coup en numéro 1. Et donc, les Warriors de 2017. Bon, déjà, Paul, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a quand même un écart important entre les Warriors de 2007 et de 2018, ou même de 2019, ou même de 2016? Enfin, pour moi, tu vois, sur leur run de 4 ans, là, où ils font 4 finales, il n'y a pas de débat sur le fait que leur meilleure version, c'est 2017, et pour moi, de loin, Oui, quoi. Tu vois. ouais, ouais, c'est Euh, sûr. et je pense d'ailleurs que leur deuxième meilleure version, je suis pas sûr que ça soit 2018. Je pense que leur deuxième meilleure version, c'est 2016. Moi, leur version 2018, je suis vraiment pas fan. Bon, pour revenir juste rapidement sur cette équipe-là, la saison régulière est hyper dominante. Depuis, leur net rating a été battu par OKC et par Boston. Mais par contre, ce net rating-là, à ce moment-là de la NBA, il est entouré d'autres net ratings qui sont très très loin d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant on a pris l'habitude d'avoir des équipes qui ont des énormes net ratings. À ce moment-là de la NBA, c'était absolument pas une habitude et ils sortent un net rating à 11,4. Donc de dingue Ouais, pour le coup. Ouais, tu voulais dire un truc? ouais, juste, en fait, oui, c'est vrai que les Celtics avaient un meilleur net rating que les Warriors 2017, mais ajusté au calendrier, il est moins bien. Mais bon, après, on s'en fout. Mais vas-y, En tout continue. cas, ils ont un net rating extraordinaire, tu vois, une domination de la régulière qui est absolument dingue. Leur run, moi, je le trouve pas très dur pour le coup. C'est un peu la limite que j'ai. Tu vois, je les ai 5e sur la difficulté du run de playoff. Premier tour, assez facile. Deuxième tour, vraiment facile. Troisième tour, blessure de Kawhi, donc vraiment pas compliqué. Et effectivement, ce qui le remonte un peu, parce que s'il n'y avait pas cette finale, il pouvait même être entre 8, 9 et 10 sur la difficulté du run de playoff. Hein. Ce qui les remonte, c'est la finale, parce que je mets beaucoup de valeur dans les Cavs pour le coup de 2017, qui sont champions, qui sont triple finalistes, et Kyrie est très très fort. À ce moment-là, il est vraiment très très Ouais, fort. Les deux sont très très forts, pour le coup. Sur le plaisir, je les ai mis assez haut, je les ai mis 3e. Sur la domination en playoff, je les ai mis 1er. Tu vois, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue avant. Domination en playoff, pour le coup, je les avais en numéro 1. Et sur continuité dans la performance, je les ai quand même mis 4e parce que, bon, certes, je peux pas les mettre premiers parce qu'ils changent l'effectif avec l'arrivée de KD. Mais enfin, bon, derrière, ils attends, mais refont tu 2 les as mis. finales. Donc ça veut dire qu'en continuité, tu as mis les OKC devant les Warriors 2017? Bah ouais, parce que j'ai. Oui, mais pourquoi? Parce que je trouve que dans les Warriors de 2007, il y a quand même une rupture. C'est l'arrivée de KD. Ils enlèvent Harrison Barnes, ils font venir Ouais, KD. ok. Donc il y a quand même une rupture. Par contre, ils ont de la continuité dans la poursuite, pour le coup. Je trouve notamment que ce qui est très très bien dans ces Warriors, c'est pour moi la meilleure version de Kevin Durant, ce 2017, parce que c'est un Kevin Durant de bout de chaîne. Et dans ce rôle de bout de chaîne, il est exceptionnel et ses finales sont le symbole de ça, où tu as l'impression qu'en fait il joue jamais pour lui, qu'il n'y a pas de système pour lui. Il faut regarder ses stats en finale, mais il doit être à 33 points de moyenne, un truc genre 10 rebonds, 6 passes. Enfin, il est exceptionnel sur les finales NBA, alors qu'il joue rien pour lui, juste il profite des espaces et qu'il est incroyablement tueur là-dedans. Je trouve qu'aussi Draymond Green et André Iguodala et Sean Livingston, qui vont commencer à perdre un peu physiquement après, là sont encore très très forts pour le coup. Et je peux même rajouter d'ailleurs dans l'eau David West qui est encore plutôt bon, parce qu'en plus de ça,
dans le sillage des 4 énormes là, ils ont réussi à constituer enfin même des 5 énormes, putain leur dead 5 il est folie. Ils ont réussi à constituer en plus de ça un banc qui était très bon. Leur banc en plus de ça était très bon. Et ouais. Et donc C'est ça équipe de dingue quoi. Ouais, équipe de dingue. Mais, non, mais moi, ce qui était drôle avec cette équipe, c'est que je me souviens quand ils perdaient un match en régulière, et t'avais limite un bandeau BFM TV en mode c'est pas normal quoi. Ouais. À chaque fois t'avais la une l'équipe en mode les mecs ils ont perdu un match de régulière. Mais c'est assez ouf parce qu'ils arrivent à prendre un top 15 joueur all time, tu vois, avec KD, alors que c'est une équipe qui vient de faire 73 wins. C'est incroyable, on verra pas ça peut-être avant genre 50-70 ans, tu vois, c'est un truc incroyable. Comme tu l'as dit, c'est la meilleure version de KD. J'espère aussi que les Rockets ils vont un peu s'inspirer de cette équipe, bon, pas dans le jeu, mais dans le côté on utilise vraiment KD en bout de chaîne et pas en créateur. Mais bon, c'est pas le même sujet. Et comme tu l'as dit, c'est une équipe qui a réussi à garder de la profondeur. Même avec KD, t'as juste Barnes en fait qui se casse, t'as encore Zaza, t'as du David West, t'as du Livingstone, tu dois avoir du Yann Clark et du Barbosa aussi sur le banc. Bah, t'as Iguodala qui sort du banc aussi. Ouais, t'as encore Iguodala, donc tu vois, tu sacrifies que très peu de profondeur pour KD parce que Curry il a encore un contrat parce que 2016 il faut rappeler aussi c'est l'explosion du cap, donc je crois que le cap il fait plus 30% ou un truc comme ça, donc t'as plein de contrats de merde qui sont signés, mais du coup t'as des contrats comme Curry qui ont été négociés à la baisse avant, et c'est pour ça que tu peux signer KD en free agent, parce que t'as aussi Clay et Draymond. Non, Clay il est plus en 2016, il est plus en contrat rookie, mais je crois que Draymond il y est encore, mais voilà. Domination en playoff exceptionnelle. Le seul truc moi qui me chagrine un peu, c'est que ouais, face aux Spurs en finale de conf, les Spurs ils sont encore très dominants, et je suis persuadé que si Kawhi se blesse pas à cause de Zaza, il faut le dire aussi parce qu'il se blesse pas tout seul Kawhi, je pense que ça fait peut-être 4-1, mais tu as peut-être une série qui est poussée jusqu'au 4-2, et c'est vrai que les Spurs avaient quand même beaucoup d'armes pour contrer ces Warriors, donc c'est ça le truc un peu dommage, parce que c'est peut-être une équipe qui aurait pu plus emmerder les Warriors que les Cavs, parce que moins de talent, mais plus de certitude collective, plus de collectif et tout. Mais finalement, on les a pas vus, donc ils perdent qu'un match en playoff, et régulière exceptionnelle. Et moi, honnêtement, bon après on s'en fout, c'est pas le débat, mais je pense que c'est la meilleure équipe de l'histoire. Tu vois, j'ai pas vu toutes les équipes en entier, mais je trouve que ce qui s'est passé en 2017, c'était incroyable, quoi. Je trouve que c'est vrai que la série contre les Spurs elle est intéressante parce que ce qu'on a vu dans la suite de leur run, c'est que quand ils sont challengés mentalement, ils étaient un peu friables quand même. Et je pense que les Spurs étaient capables d'aller, tu vois, de les faire un peu stresser, de les faire douter de leur capacité à gagner. Et c'est une équipe qui vraiment dans la continuité a pas du tout montré, que ce soit en 2018 ou en 2019, de solidarité collective. Mais comme souvent chez les équipes de Kevin Durant quand même. Pour le coup, faut quand même reconnaître que les équipes de Kevin Durant elles sont quand même souvent marquées de ça. C'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois le run de playoff, comme je te dis, tu vois la difficulté, je l'ai que 5ème en fait du run de playoff parce qu'ils sont pas challengés. La seule équipe qui peut les challenger c'est les Spurs, elles le font pas. Bon, je mets quand même de la valeur dans les Cavs. Effectivement, la production terrain était dingue. Tu vois, sur le plaisir, je les ai mis 3ème, mais parce que je prends plaisir vraiment sur les formes de jeu. Parce que par contre, si je suis sur le plaisir de l'équipe, comment elle est construite et tout, je suis 10ème, je suis presque en dessous de Boston. C'est une équipe qui m'a aussi. C'est une équipe, enfin, c'est même pas amouraine, c'est juste haine, quoi, tu vois. Ils nous ont dégoûtés. Non, mais ils ont quand même tué un peu la NBA pendant 2-3 ans, quoi, tu vois. On s'est dit, bon, on attend que ça passe, quoi, parce que. Mais parce que ils l'ont vraiment tué, c'est ça qui est ouf. Je trouve que sur la qualité de jeu, moi, dans les équipes que j'ai vues en playoff, tu vois, donc moi, je suis les finales NBA depuis 2007-2008 à peu près, tu vois. J'ai une équipe qui m'a donné une impression de domination qui est peut-être aussi forte que eux, c'est les Spurs de 2014. Mais bon, Miami était un peu cramé en finale, c'est sûr que ça compte, mais ils font un gros run de playoff et je trouvais que vraiment ils étaient tellement dominants, au-delà de la beauté de leur forme de jeu, ils étaient aussi hyper dominants. Ouais, non, mais c'est sûr. Pour le coup, et j'aurais bien aimé voir ces deux équipes s'affronter. Ouais. Il y avait moins de talent individuel, mais par contre, il y avait une alchimie collective qui était à des années-lumière de celle des Warriors. Quand bien même, c'est celle des Warriors qui en a le plus dans la version KD, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et ça peut jouer. Donc c'est peut-être moi juste cette équipe, mais moi, tu vois, quand je fais mon ranking all-time des équipes que j'ai vu jouer, les Spurs, à chaque fois, je les ai dans les 3 premiers. Je les trouve fous, quoi. Je trouve leur niveau était dingue. Donc
C'est vraiment pour les comparer à un truc fou. Mais donc, ils finiront donc premiers de cette draft. C'est pas mal de faire à l'inverse en fait. Finalement, ça se fait, Ouais, c'est pas mal, ouais. ça se fait plutôt bien à l'inverse. On a donc 10e les Milwaukee Bucks de 2021 pour faire un peu le récap. On a 9e les Warriors de 2022. On a 8e les Nuggets de 2023. Mais de toute façon, vous devrez avoir le récap complet. On a donc 7e les Raptors, 6e les Lakers, 5e les Warriors de 2018, 4e les Celtics de 2024, 3e les Cavs de 2016, 2e OKC 2025 et donc premier les Warriors de 2017. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça reflète plutôt bien. Je trouve ça plutôt honnête comme classement finalement. Même si on avait chacun de notre côté. Tu vois, les Celtics sont un peu hauts peut-être, mais on peut aussi entendre qu'ils soient hauts parce que ça a quand même été une équipe hyper dominante. Oui, c'est sûr. Ouais, ça me chagrine un peu d'avoir les Raptors 7, mais bon, il y a de la grosse concu en face. Il y a des joueurs all-time, il y a des équipes all-time, donc c'est normal aussi. Oui. Mais est-ce que. Ouais, j'aurais vraiment bien aimé voir ces Raptors de 2019 contre les Warriors de 2018. C'est peut-être le what if d'ailleurs de ces champions. Tu vois, le truc, enfin, c'est pas le bon terme what if, mais le truc que j'aurais aimé voir, tu vois, quand je me fais plein de scénarios, aller peut-être dans ce que j'ai pas vu sur ces 10 dernières années qui concernent ces champions-là, mais que j'aurais aimé voir. Il y a peut-être effectivement que les Raptors affrontent au complet les Warriors en 2019, un peu fatigués mentalement, mais au moins au complet, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si toi t'en as un là-dedans. Je vois pas trop d'autres trucs. Les Lakers, s'ils avaient pu être au complet en 2021, ça aurait pu être chouette aussi, parce que leur début d'année est dingo pour le coup, mais bon, ça s'est pas fait. Écoute, je te propose qu'on conclue là-dessus. C'était cool comme format. Je pense qu'on en fera d'autres dans l'été. En tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. A plus!